Bonjour et bienvenue à nos résumés de l'année. Donc, on vous présente qu'est-ce qui s'est passé au fil des mois. Dans un premier temps, nous vous parlons du mois de janvier 2024. Comme toujours, il y a des extraits des conseils municipaux ainsi que du conseil de la MRC. Les aidants naturels ont rendu hommage à leurs aidants, justement, le RANDAC, et il y a eu des présentations de capsules. Nous avons eu la chance de rencontrer, entre autres, Ghislain Dufresne, qui est le porte-parole du Centre de prévention suicide de la Naudière, qui nous a parlé justement de prévention. Vraiment une entrevue très intéressante. En prévision du mois de février, le défi 28 jours sans alcool, nous avons rencontré cette fois-ci Jean-Marie Lapointe, qui est le porte-parole national. Un nouveau service a été offert en collaboration avec Tourisme La Naudière. On parle de Taximas, une application qui permet de mettre en lien différentes personnes qui veulent bien aller faire des activités, entre autres estivales, aller entre autres au centre de ski à Val-Saint-Côme. Maintenant, nous avons eu la chance de rencontrer M. Henri-Paul Normandin, un ancien diplomate, mais qui est présentement dans la région et qui est président de la DIP du Lac-Saint-Pierre. Et nous avons parlé de la Réserve mondiale de la biosphère qui a reçu son agrément encore pour les 10 prochaines années. On espère que vous avez apprécié votre année en termes d'information et nous allons vous présenter par la suite différents mois tout au long de cette période de Noël. Donc, c'est un rendez-vous pour le prochain mois. Bon, adoption des prévisions budgétaires 2024. La parole est à vous, M. Renard. Alors, dans la présentation du projet 2024, vous avez les papiers aussi à l'écran. À la première colonne, vous avez le réel 2022, ce qui a été dépensé. Le réel au 30 octobre 2023, ce qui a été dépensé à cette période. Vous avez le budget 2023. Alors nous, on va se concentrer davantage sur ce qu'on prévoit dépenser au 31 décembre 2023, qui est la colonne de droite, et le budget de 2024, qui est la dernière colonne à votre droite. Alors, on va essayer d'énumérer les dépenses. Pour l'administration générale, qui était prévue au 31 décembre 2023, c'est des projections, 698 638, ce qui est dans le budget 2024, 689 993. Pour la sécurité publique, prévue au 31 décembre 2023, 417 534, et au budgétisé 453 946. Pour le transport routier, prévoit dépenser au 31 décembre 2023 382 366. Le budget 2024, 639 023. Pour l'hygiène du milieu, alors au 31 décembre, 502 254. Et au budget 2024, 632 543. Pour le santé et bien-être, au 31 décembre 2023, 3158. Budget 2024, 6011. Pour l'aménagement et l'urbanisme, prévu au 31 décembre 2023, 109 852. Alors, budget 2024, 48 344. Pour loisirs et culture, prévu au budget 31 dépenses au 31 décembre 2023, 261 135. Et le budget 2024, 270 688. Pour les frais de financement, prévu au 31 décembre 2023, 42 623. Pour le budget 2024, 130 923. Pour l'immobilisation, les immobilisations, prévues au 31 décembre 2023, 1 778 097. Et au budget 2024, 566 378. Pour un total des dépenses de 4 195 657 prévues au 31 décembre. Et pour le budget actuel, 3 437 849. Pour les revenus de taxes, on a prévu au 31 décembre 2023 2 946 930. Au budget 2024,
2 592 872. La compensation en lieu de taxe prévue au 31 décembre 2023, 32 181. Au budget 2024, 32 000. Les revenus de source locale prévus au 31 décembre 2023, 2 245 622. Prévus au budget 2024, 812 977. Pour un total des revenus prévus au 31 décembre 2023, 5 225 733. Et pour le budget 2024, 3 347 849. On va maintenant pour les taux de taxes et tarifications fixes pour l'année 2024. Pour le taux de base foncière générale, 2023, 0,5775, 2024, 0,3980. La Sûreté du Québec, 2023, 0,0400, 2024, 0,0288. Le service des incendies, 2023, 0,0427, 2024, 0,0319. Qui donne le total foncier général 2023, 0,6602 et pour 2024, 0,4587. Pour les 6 logements et plus pour les 2023, on a c'est 0,6775 et 2024, 0,4980. La Sûreté du Québec, 0,0400 et en 2024, 0,0288. Le service des incendies, en 2023, 0,0427, en 2024, 0,0319. Le total 6 logements et plus, en 2023, 0,7602 et en 2024, 0,5587. On regarde la tarification fixe. En 2023, la Sûreté du Québec pour les résidences, 95 $, et en 2024, 97. Pour la Sûreté du Québec au niveau des chalets, c'est 33 en 2023 et passe à 36,50 en 2024. Le service des incendies résidences, 100 $ en 2023, en 2024, 107 $. Pour le service des incendies chalets, 36 en 2023, 41 et 35 en 2024. Pour le déneigement de la rue Vic et Saint-Michel, 214 en 2023, 239 et 50 en 2024. Pour le déneigement rue Octave Boucher, 227 et 50 en 2023, 227 et 50 en 2024. Pour l'Aqueduc, 175 en 2023, 191 en 2024. Le surconsommation eau, 1000 gallons ou 4 mètres cubes 54, c'est 1,75 $ en 2023, 1,75 $ en 2024. Pour les eaux usées, 45 en 2023 et 85 en 2024. Pour les eaux usées ProStep, 22,50 en 2023, 42,50 en 2024. Pour l'assainissement, 98 en 2023, 60 en 2024. Pour l'assainissement ProStep, 49 $ en 2023 et 30 en 2024. Pour les fosses septiques, 80 et 50 en 2023, 80 et 25 en 2024. La cueillette des ordures résidences, 230 en 2023, 248 en 2024. La cueillette des ordures chalets, 214 en 2023, 222 en 2024. Les règlements 539 concernant les vidanges des étangs, 40 $ en 2023, 45 en 2024. Pour le règlement 539, le vidange des étangs ProStep, 20 $ en 2023, 22,50 en 2024. Le règlement 540, Laurent Saint-Pierre, 35 en 2023 et 36 en 2024.
accepté la dernière assemblée d'acheter, de prévoir d'acheter l'ancienne caisse populaire? Pas de budget, je sais pas, rien. Il n'y a aucun sou pour ça. Aucun sou? Non. Donc, ils vont vous le donner, ça? Ils vont vous donner la bâtisse, quoi? Non, mais... On ne peut pas taxer les citoyens. Je ne peux pas taxer les citoyens tant que je n'ai pas de montant. Comment ça va coûter, vous savez, si ça se fait? S'il y a une taxation, ça va être en 2024, dans l'autre budget. Moi, quand je prévois acheter une maison, je fais ma prévision là pour voir si j'ai fait. On l'a fait pour écrit à peu près, mais c'est comme dans les choses, dans le plan triennal qu'on a fait. Il y a dedans, il n'y a rien de négocié, il n'y a rien de commencé. On va taxer les choses qu'on n'a pas. Puis tant que je suis longtemps que je n'aurai pas la réponse du Primo, j'avance le mot dedans. Oui, je veux que c'est le Primo de subvention à 67%. Le prochain, excusez-moi, le prochain. C'est le prochain, il me dit, il m'a envoyé une lettre pour quoi qu'il me subventionne l'achat et les réparations de la caisse, qu'on va savoir combien, à 65%. Là, on va aller là. Il n'y a pas de confirmation, mais ça va aller qu'en 2024. Mais peut-être taxer, si ça se fait, ça va être taxé en 2025. On ne peut pas prendre l'argent des citoyens et taxer au hasard. C'est un taxer montant qu'on ne connaît pas. C'est de l'argent des poches des citoyens. 90 000. Je comprends ça. Vous savez, quand on a fait Laurent Saint-Pierre, le gouvernement subventionnait à 75%. Ça a sorti encore 1 500 000. Il a fallu faire un règlement d'emprunt temporaire. À la caisse, un emprunt temporaire à la caisse, 1 500 000. Un coup que c'était fini, que la réduction de compte était faite, le gouvernement, il t'envoie ton montant. Ou c'est lui qui paye pour ça, puis nous autres, on paye pour le restaurant. Là, il va rester 65%, il reste 35% à ce moment-là, 70%. Oui, c'est ça. Le règlement? Non, dans un achat, là, si vous dans l'achat de la caisse? Ah, d'accord. 35%, donc le 35%, on l'assume pendant l'année en cours. C'est ça que je comprends. Ça va être un règlement d'emprunt sur un un emprunt temporaire. Puis quand un coup que tout est fini, les travaux sont finis, en ayant des travaux de terre, un coup que c'est fini, l'emprunt temporaire a payé ça, on fait la réduction de compte, on l'envoie au gouvernement, celui-là, lui embarque. C'est soit qu'il nous donne l'argent ou bien l'autre qui paye sa part. Mettons, si on l'a mis sur 10 ans, ça se peut que lui va payer, mettons, le 65% pendant 10 ans, et nous autres, on va payer la balance. Donc, dans la comptabilité de la municipalité, j'essaie de comprendre, là. Dans une comptabilité de municipalité, on ne peut pas prévoir qu'on va avoir quand même le 35%. Et ça se reflète dans un budget. Non, parce que M. Laprise, moi, tant que le PRACIM ne m'a pas envoyé une lettre me confirmant que je vais avoir 65% du montant que laquelle il va coûter avec réparation, j'avancerai rien. Puis vous ne ferez pas d'achat, je ne ferai pas d'achat, je ne ferai rien, tant que je n'aurai pas la confirmation par écrit. Parce que la prix, comme je n'arrêterai pas la caisse, je fais des réparations, puis après ça, que le PRACIM m'arrive et qu'il me dit que tu n'es pas subventionnable. Là, je viens de vous faire un cadeau de, on va dire 600 000, les chiffres en l'air. Je viens de vous taxer pour 600 000 $. C'est pour ça qu'on attend d'avoir la confirmation par écrit. Quand tu l'as par écrit, c'est à ce deux comme ça qu'ils nous disent. C'est pour ça que c'est passé pour l'Église, d'abord. Il n'y avait pas un montant qui vous garantissait que... Oui, il nous garantissait 65 %. OK. Point 4, administration générale. Dans 4.1, l'adoption du règlement 606-2023 à propos du traitement des élus municipaux. Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la loi sur le traitement des élus municipaux, le Conseil peut par règlement fixer la rémunération de son maire et de ses conseillers. Attendu qu'en conformité de la loi, le règlement peut être adopté que si la voix du maire est comprise dans la majorité des voix favorables exprimées aux 2/3 des membres du Conseil. Attendu qu'en vertu de l'article 2 encore, la rémunération peut comprendre une rémunération additionnelle pour tout poste particulier que précise le Conseil. Attendu que le Conseil désire se prévaloir des dispositions précitées et qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 5 décembre 2023, il est donc proposé, appuyé et résolu
incluant le vote du maire, que le règlement numéro 606-2023 ayant pour titre règlement établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 606-1-2022 soit adopté et soit statué, décrété par le règlement, à savoir ce qui suit. Dans l'article 1, le préambule fait partie intégrante du règlement. L'article 2, le présent règlement remplace tout autre règlement traitant du même sujet. Le présent règlement fixe une rémunération annuelle pour le maire et pour chaque conseiller de la municipalité, le tout pour l'exercice financier 2024. La rémunération du maire est fixée à 24 762,40 et celle de chaque conseiller est fixée à 8 254,48. S'il advenait le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de 30 jours consécutifs, le maire suppléant aura droit à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette même période. En plus de la rémunération prévue aux articles 4 et 5 du présent règlement, chaque élu a droit à une allocation de dépenses d'un montant égal à la moitié du montant de la rémunération. Donc, pour le maire, ce qui est proposé, c'est 24 762,40 avec une allocation de dépenses de 12 381,20. Pour les conseillers, de proposer 8 254,13 avec une allocation de dépenses de 4 127,7. Pour un membre du conseil siégeant sur un comité désigné par le conseil municipal au sein de la municipalité ou au sein d'un organisme mandataire, a droit à une rémunération additionnelle que mentionné ci-après, à savoir le type de rémunération, c'est un jeton de présence de 75 $ pour chaque présence. La rémunération et l'allocation de dépenses sont payables dans 12 versements le dernier jour du mois. La rémunération de base et la rémunération additionnelle telle qu'établie seront indexées à la hausse pour chaque exercice financier suivant celui de l'entrée en vigueur du présent règlement. L'indexation applicable pour l'exercice 2024 consiste à une augmentation de 4 %. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le 1er janvier 2024, tel que permis par la loi. Un proposeur, un secondeur. M. Darvaux propose. M. Burel seconde. Oui. D'accord? Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En 4.2, PG Solutions, une facture. Il est proposé, appuyé, résolu que la municipalité entérine la décision prise par la directrice générale et greffière trésorière de payer la facture de PG Solutions, datée du 1er décembre 2023, d'une somme de 9 908 $ plus les taxes concernant le contrat d'entretien et de soutien du 1er janvier au 31 décembre 2024. Cette dépense soit prise à même le budget 2024. M. Burel propose, M. Cloutier seconde, Léo, d'accord, merci. Accepté à l'unanimité. En 4.3, l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, le renouvellement de l'adhésion à 495 plus taxes pour la directrice générale greffière trésorière, la directrice générale adjointe et chargée de projet, ainsi que la greffière trésorière adjointe. Effectuer le renouvellement de l'adhésion à l'Association des électeurs municipaux au montant de 495. La présente résolution de Sainte-Geneviève autorise également le renouvellement de leur assurance juridique et programme d'aide aux membres de l'association de l'ADMQ au montant de 485 $, taxes comprises chacune. Un proposeur, un secondeur, M. Léo Soulière avec M. Bayard. Ouais. M. Darvaux est d'accord, d'accord à ma gauche. Oui. Accepté à l'unanimité. En 8, en urbanisme et environnement, en 8.1, une dérogation mineure au 1303 rang Bayonne-Sud. Une demande de dérogation mineure a été déposée le 20 décembre 2023 par le propriétaire de l'immeuble portant numéro civique 1323 Bayonne-Sud à Sainte-Geneviève. La demande de dérogation autorise une implantation d'enseigne en cours avant à 0,3 m de l'emprise de la route, contrairement au règlement de zonage 324 qui stipule que l'enseigne doit être à une distance minimum de 3 m de la limite de la propriété.
Après avoir pris connaissance des documents inhérents à ce dossier, les membres du comité consultatif en urbanisme, le CCU, font des recommandations en effet que la dérogation pourrait être accordée telle qu'elle. Ça me prend un proposeur pour secondaire, M. Cloutier, qui fait partie du CCU d'ailleurs, avec M. Darvaux, qui fait partie aussi du CCU, avec 3 citoyens de la municipalité. M. Bayeux est d'accord? D'accord, oui. La dérogation mineure est acceptée à l'unanimité. Que la municipalité accepte la soumission de Sport Inter daté du 9 janvier, d'aujourd'hui même, portant le numéro 90-11-52, au montant de 1 595 $ plus les taxes pour l'achat de 2 buts de hockey et de filets de hockey pour la patinoire en face de l'hôtel de ville, la patinoire au parc Jean-Louis Poulet. Il a été porté à notre attention que, je pense que c'est Jean-François qui nous a porté ça à notre attention, les buts que l'on utilise dans le moment sont pas passés date, mais sont illégaux dans le sens qu'ils sont trop pesants. Puis il y a eu une petite catastrophe qui est arrivée là, avec un de ces buts semblables à ça, qui a tombé sur un enfant, un petit bonhomme de 5-6 ans, puis il l'a eu dans la gorge, puis malheureusement il est décédé. Donc Jean-François il dit les buts qu'on a là, il faut se défaire de ça. Aujourd'hui, on a acheté des nouveaux. Puis ces buts-là ne seront pas réutilisés, on les revendra pas, on va les détruire. Puis on était dû de toute façon, je pense, pour changer le filet. Fait que en 1595, je trouve que c'est déjà un bon deal. Fait qu'un proposeur pour un secondaire, M. Burel propose, M. Soulière seconde. Ouais. Tout le monde est d'accord, évidemment, pour la sécurité de nos enfants, surtout, accepté à l'unanimité. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui chez Outils Art Richard pour remettre un prix et peut-être même une belle surprise. Venez avec moi. Bonjour. Élise. C'est Madame Deb, parfait. Bonjour Élise. Allô. Je m'appelle Sean, je viens du Réseau des aidants naturels d'Autrey. Oui. Et je suis ici parce que vous avez été retenu pour le concours Héros à l'emploi. En gros, ça veut dire qu'on vous donne 500 $. Puis dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que votre collègue, France, s'est rendu compte que vous étiez proche aidante et que vous donniez beaucoup de temps et d'énergie pour accomplir ce rôle. Alors, on voulait souligner ça. Et vous avez, comme on disait, là, 500 $ que vous pouvez dépenser librement. Merci, merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bien. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Ça vous fait plaisir? Ben oui, ça me fait plaisir. C'est vraiment touchant. Là. Juste avant les fêtes, ça se prend bien. Oui, ça se prend super bien. Là. Je suis vraiment contente. Ben, excellent, ça me fait vraiment plaisir. Au Réseau d'aidants naturels. Absolument. C'est déjà le moment pour notre deuxième remise pour le concours Héros à l'emploi. On est ici à Cible Famille Brandon. Venez avec moi, ça va être bien le fun. Il y a une petite surprise pour Nathalie aujourd'hui. Bonjour. Je m'appelle Sean. Je viens du Réseau des aidants naturels d'Autrey. OK. Alors, votre candidature a été nominée pour le concours Héros à l'emploi. OK. Et vous avez gagné. OK. Donc, en gros, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on vous remet 500 $ que vous pouvez dépenser librement. C'est vraiment pour vous, là, juste avant les fêtes, je pense que ça fait un petit peu de bien. Donc voilà, c'est vraiment... C'est quoi le contexte de ce Héros à l'emploi? Dans le fond, c'est parce que vous êtes proche aidante et vous combinez ça avec votre rôle d'employé. OK. Alors nous, on veut encourager ça, on sait que c'est pas toujours facile. Donc, exactement, c'était la prochaine partie, mais là, je la vois pas. Non. Colin, c'était aujourd'hui qu'on est venu parce qu'elle m'avait dit qu'elle pouvait être là. Et puis on vous dérange pas plus, c'est vraiment tout. Donc félicitations encore. Avec plaisir. C'est déjà tout pour le concours Héros à l'emploi.
On veut remercier tous les gens qui ont participé et qui ont inscrit un collègue proche aidant. C'est très apprécié. Toutes ces personnes ont été contactées par notre équipe d'intervention pour leur offrir nos services et pour souligner la candidature. On félicite une fois encore nos gagnantes, Élise et Nathalie, et on souhaite à tous et toutes un très joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup et à la prochaine. Demande d'appui financier École Pierre de Lestage. Considérant la lettre datée du 22 novembre 2023 de Mme Laurie Généreux et de Mme Caroline Guilbeault de l'École secondaire Pierre de Lestage, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'Île-du-Port une demande d'appui financier pour la réalisation de l'album des finissants 2023-2024. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser un appui financier de 100 $ dans le cadre de la réalisation de l'album des finissants 2023-2024 de l'École secondaire Pierre de Lestage. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 5.4, demande de don. Groupe Entraide en toute amitié. Considérant la lettre datée du 10 novembre 2023 de Mme Linda Robillard et de Mme Julie Tétrault du groupe d'entraide en toute amitié, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'Île-du-Port une demande de don pour le service de dîner pour les écoles primaires du chemin du Roi à Berthierville. Considérant qu'il y a actuellement 50 enfants inscrits au repas chaud à raison de 3 fois par semaine, considérant que les besoins sont grands et en augmentation et qu'au vu de l'inflation, de plus en plus de familles ont des difficultés à arriver financièrement et que trop d'enfants ne mangent pas suffisamment à la maison, considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par le groupe d'entraide en toute amitié et lui témoigner leur support, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder un don de 500 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour le service de dîner pour les écoles primaires Chemin du Roi de Berthierville. Que cette contribution soit imputée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, demande d'aide financière, Centre de prévention du suicide de la Nodière. Considérant une communication reçue en date du 9 novembre 2023 de Mme Isabelle Ouellette, présidente du Centre de prévention du suicide de la Nodière, concernant une demande d'aide financière afin que l'organisme puisse offrir la formation continue à ses intervenants. Considérant que le Centre de prévention du suicide de la Nodière est le seul organisme mandaté par le CIS de la Nodière pour agir spécifiquement en prévention du suicide et pour répondre à la ligne 1866 appel dans la région, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 100 $ dans le cadre de la formation continue aux intervenants par le Centre de prévention du suicide de la Nodière. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. André Rondeau propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Point 1, demande de financement de la Cirbie. Considérant la lettre d'octobre 2023 de M. Jean Castonguay, président de la Cirbie, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'Île-du-Port, demande de commandite afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional, et ce pour une somme de 2 000 $. Considérant qu'étant un OBNL, la Cirbie se doit de gérer rigoureusement son budget afin de mettre en valeur un paysage exceptionnel en bordure du Saint-Laurent, ainsi que la conservation des milieux humides depuis plus de 35 ans et qu'elle offre un accès libre aux installations tout au long de l'année. Considérant que la Cirbie est un OBNL important au niveau touristique, considérant que les crédits sont disponibles au budget de 2024, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Port commandite la Cirbie pour une somme de 2 000 $ afin d'appuyer leur participation au développement touristique régional. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Jacinthe Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Serge Boucher seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, demande de contribution financière, Corvée Nettoyage. Entendu la correspondance de la part de la Société de récolterie Paul Berthier, requérant une demande de contribution financière visant la planification et la réalisation d'une 4e année de corvée de nettoyage dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre, attendu que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la Société de récolterie Paul Berthier et lui témoigner leur support.
Considérant que les crédits sont disponibles à cet effet, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Visitation de l'Île-du-Pas attribue un montant de 750 $, à la Société de récréotourisme Paul Berthier concernant la demande de contribution financière pour les corvées de nettoyage de l'archipel du Lac-Saint-Pierre. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Mme Jacinthe Grinville seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci. 8.3, dépôt d'une demande de parc rural. Société de récréotourisme Paul-Berthier demande de contribution financière. Attendu la correspondance de la part de la Société de récréotourisme Paul-Berthier requérant une demande de contribution financière pour l'année 2024. Attendu que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la Société de récréotourisme Paul-Berthier et lui témoignent leur support, considérant que les crédits sont disponibles, il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil de la municipalité de Visitation de l'Île-du-Pas attribue un montant de 2 000 $ à la Société de récréotourisme Paul-Berthier concernant la demande de contribution financière. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Grinville propose. M. André Rondeau. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.2, demande d'aide financière, Club FADOC de l'Île-du-Pas. Considérant la lettre de Mme Diane Bonnet, présidente du Club FADOC de l'Île-du-Pas, dans laquelle demande est faite à la municipalité de Visitation de l'Île-du-Pas, une demande d'aide financière pour la location du sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Considérant que le but de la FADOC est de créer une vie sociale agréable aux personnes aînées sur notre territoire, ainsi contribuer à conserver et à améliorer leur qualité de vie tout en s'amusant. Considérant qu'annuellement, les frais de location pour offrir la diversité et leurs activités s'élèvent à 4 150. Considérant que la municipalité adhère aux valeurs et à la mission de la FADOC et désire promouvoir un vieillissement actif de ses citoyens, considérant que les crédits sont disponibles, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas octroie une aide financière pour une somme de 1 000 $ au club FADOC de l'Île-du-Pas pour la location du sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2024. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? M. Serge Boucher propose. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Merci. Disons qu'il y a un citoyen qui est venu nous rencontrer et puis nous a demandé de faire une résolution à cet effet. Donc, on va vous nommer ça. Je vais nommer les considérants. Considérant que la municipalité de Saint-Cuthbert est une collectivité accueillante et inclusive qui encourage le vivre ensemble et la protection des droits et libertés de ses citoyens et citoyennes. Considérant qu'il y a un nombre sans précédent de décès civils et que la situation humaine est critique au Proche-Orient. Considérant qu'en raison notamment du blocus israélien sur Gaza, tout manque à communiquer par la nourriture et l'eau potable pour 2 millions de personnes. Considérant que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a récemment mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public à brève échéance, tout en dénonçant la stratégie de punition collective du peuple palestinien mise en branle par Israël, considérant le taux de crimes haineux augmente partout dans le monde à l'égard des communautés musulmanes et juives, considérant l'impunité d'Israël pour ses violations du droit international humanitaire, créer un précédent dangereux qui concerne le monde entier, considérant qu'il importe de maintenir la pression pour que le Canada non seulement persiste et demande un cessez-le-feu, mais contribue concrètement à l'instauration d'un contexte durable de paix dans lequel les droits et la dignité des Palestiniennes et Palestiniens sont respectés, ce qui passe par la dénonciation des violations commises par Israël, dont l'occupation illégale des territoires palestiniens. En conséquence, il est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Annie Sylvestre. Il est proposé que la municipalité de Saint-Cuthbert en appelle un cessez-le-feu immédiat et permanent ainsi qu'au respect de la dignité humaine et demande au gouvernement fédéral, provincial et aux autres municipalités d'être des alliés en adoptant une résolution qui appelle à la défense des droits de la personne,
à la protection des civils et à la création d'un climat propice à l'instauration d'une paix durable au Proche-Orient, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande au gouvernement fédéral d'œuvrer activement sur la scène internationale à la concrétisation de sa demande, cela notamment en sanctionnant Israël pour ses violations du droit international humanitaire, dont l'occupation illégale des territoires palestiniens, et en appelant d'autres pays à faire de même, que la municipalité de Saint-Cuthbert demande le passage sécuritaire d'une aide humanitaire généralisée et le respect des conventions de Genève et du droit international humain, que la municipalité de Saint-Cuthbert s'engage à combattre des actes antisémites et anti-palestiniens sur son territoire. Donc, c'est adopté. Bravo. Merci. Donc, le point 5, contribution financière aux organismes locaux. Oui, c'est la résolution pour autoriser le versement du 600 $ que vous donnez aux différents organismes locaux, dont l'AFEAS, le Club de l'Âge d'Or Saint-Cuthbert, le Conseil d'établissement de l'École Sainte-Anne, les Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, Action Loisirs Saint-Cuthbert, le Club de l'Âge d'Or Belmont et Culture et Patrimoine Saint-Cuthbert. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On passe au point 11, règlement numéro 349, modifiant le règlement numéro 82 intitulé « Règlement relatif au zonage » afin de permettre la restauration durant toute l'année dans la zone 18VI. V1? VI. OK. Donc, c'est pour actuellement dans la zone 18VI. Les activités de restauration sont permises du 1er décembre au 30 avril. Donc, le nouvel exploitant d'un établissement dans cette zone-là a demandé le changement de zonage pour que les activités de restauration soient permises à l'année. Donc, l'avis de motion est proposé par Éric Deschênes. On passe tout de suite au point 11.2, projet de règlement. C'est le même sujet. Éric Deschênes. Appuyé par Richard Dion. C'est un centre de prévention pour les gens en difficulté. Et puis, c'est très important que moi, je puisse m'impliquer dans cette situation-là parce que j'ai perdu des hommes, étant donné que j'étais un ancien militaire et j'ai perdu des hommes à cause du suicide. Et puis, j'ai décidé de m'impliquer justement pour aider les gens le plus possible. Là. Et ce projet-là, c'est une première série de capsules qu'il y a eu en collaboration avec Ghislain qui parlait justement des états d'âme des gens qui s'en sont sortis, on pourrait dire, qui ont manqué leur coup. C'est plate à dire, mais c'est un petit peu ça aussi qu'on peut parler. Et vous avez participé à ces capsules-là. Vous avez présenté les situations que les gens vivent, là, que les gars vivent. Là. Oui, exactement. Je me suis impliqué dans cette situation-là parce que je suis vraiment touché par les suicides à mon entourage et même moi, j'ai dû faire appel au centre de suicide pour m'aider. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est... Comment je pourrais poser la question, mais je vous vais dire. Est-ce que c'était comme la dernière perche que vous avez tentée quand vous avez été au centre de prévention suicide ou c'est un autre hasard et c'est justement ça qui est important parce qu'on pense que les statistiques au niveau du suicide, c'est beaucoup des hommes et c'est beaucoup une question d'attitude et d'apparence. Là. Ils sont pas portés à dire qu'ils sont en problème, en dépression, en situation de détresse. Oui, exactement. Les hommes ne sont pas portés vraiment à parler de leur côté vulnérable. Et puis, surtout au niveau militaire, on ne peut pas vraiment parler parce qu'on démontre certaines faiblesses. C'est ce qu'on croit à un moment donné. Et puis, j'ai compris avec le temps que la vie doit nous jeter à terre, mais c'est à nous de savoir comment se relever. Et puis, moi, étant donné, à un moment donné, vraiment au bout du rouleau, après mes quelques missions outre-mer, j'ai mis un genou à terre et puis j'ai levé ma main pour demander de l'aide. Puis, j'avais rien à perdre d'appeler. C'était, comment je peux dire, c'était
pas nécessairement secret, mais c'était, je cherche le mot, là. Connu? Oui, c'est ça. Puis, j'ai pas pris de chance, j'ai appelé. Et puis, c'est à ce moment-là que le centre suicide m'a pris vraiment sous son aile. Puis, on m'a vraiment bien dirigé pour me relever de tout ça. Okay. Vous êtes dans un milieu, on pourrait dire justement d'hommes, majoritairement. C'est quand même, l'armée, c'est quand même rigide. Faut obéir et tout. Mais est-ce que vous pensez que les relations changent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une acceptabilité maintenant? Parce que, tu sais, on est conscient que, tu sais, il y a des guerres. Tu sais, on parle d'Ukraine, on parle d'Israël, Hamas et tout ça. Et quand les gens reviennent, ça change une vie, là. On dira qu'est-ce qu'on voudra, mais, tu sais, voir quelqu'un mourir ou des choses comme ça, ou même des missions de paix qui sont pas nécessairement vraiment des missions de paix, là. Tu sais, je pense à l'Afghanistan, des choses comme ça. Quand tu reviens, c'est là que ça joue, hein, sur ton physique, sur ton intellect. Oui, exactement. C'est en revenant, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Et puis, on commence à être vraiment... notre côté vulnérable commence à ressortir. Puis, on pense qu'on est tout seul là-dedans, mais non. La plupart des soldats sont toujours touchés. En revenant d'une mission, on laisse un peu notre âme là, sur le terrain. Est-ce que c'est plus accepté que maintenant d'avoir des problèmes? Oui, maintenant, oui, on est très bien soutenus maintenant grâce à certains généraux là, qui ont fait leur part à ce niveau-là. Je pourrais parler de général Roméo Dallaire, que lui a subi certaines dépressions, qui a fait des tentatives de suicide. C'est alors qu'il s'est impliqué. Puis le gouvernement a compris qu'on avait besoin d'aide. Chaque être humain, on a chacun nos combats. Et puis, les anciens combattants, maintenant, nous aident énormément à ce niveau-là. Justin, je vais venir à toi parce que là, dans le fond, le but aussi de l'entrevue, c'est vous êtes en campagne de recrutement, c'est bien ça, concernant des nouvelles productions de capsules. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ben en fait, c'est des capsules qui se trouvent sur YouTube. Ça s'appelle Une chaîne de gars. Vous pouvez facilement la trouver en tapant youtube.com/Une chaîne de gars. Ça sort tout de suite. Si ça vous intéresse d'aller les regarder, c'est là. Si vous connaissez des gens et peut-être qui sont plus dans une situation qui pensent au suicide, tout ça, ben c'est une bonne façon aussi peut-être de les diriger vers la chaîne de gars parce que, comme le disait Martin, c'est de l'entraide entre gars qui ont déjà vécu ça aussi. Des fois, d'en entendre parler par une autre personne, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ce genre d'épisode de vie-là, des fois, c'est ce que ça prend pour nous rattacher. À un moment donné, ça prend de l'écoute, mais il faut en parler. Les gars, on n'en parle pas beaucoup. Donc là, ce qu'on cherche, c'est des nouveaux hommes qui viendraient aussi parler de leur expérience, comment ils ont réussi à s'en sortir, comment ils ont été dirigés vers les ressources qu'ils ont eues. Des fois, il y en a qui réussissent à s'en sortir tout seuls, mais il y en a beaucoup qui font appel soit au centre de prévention ou à des organismes différents. Là. Donc, c'est ça. On aimerait avoir une nouvelle cohorte d'hommes qui viennent témoigner. Fait que c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes une personne qui avait déjà vécu ça, on vous invite à communiquer avec le Centre de prévention du suicide. On connaît beaucoup le 1-866-APPEL, qui est la ligne d'intervention, sauf que là, pour cette occasion-là, c'est pas ce numéro-là qu'il faut utiliser. Si vous êtes intéressé à faire un témoignage, vous pouvez appeler au 450-759-6116. Et puis, c'est Sophie ou Anne-Marie qui va pouvoir s'occuper de vous. Comment ça se déroule, ces tournages-là? Tu peux nous en parler un petit peu, Ghislain, puis peut-être Martin pourra renchérir. Ça se fait quand même dans une bienveillance. Là. Vous n'arrivez pas là pour, je ne vais pas dire pour critiquer ou pour juger. C'est vraiment présenter des situations, puis comment vous en êtes sortis. C'est ça. On essaie de se mettre dans un milieu agréable. La première fois, on était dans un petit studio. C'était un petit cocon. Là. On s'était fait une petite bulle. Avec Martin, on avait fait une petite rencontre autour d'un feu. On parlait, on était dans la nature. Il faisait beau. Il faisait un peu froid, si ma mémoire est bonne, mais il faisait beau. Et puis, c'est ça. On essaie de se mettre dans une situation où tout le monde est à l'aise de parler. C'est ça. Martin, est-ce que c'était
je vais dire sûrement, ou peut-être, tu vas peut-être me contredire, c'était difficile, ça ramenait des réminiscences de choses, ou c'était le contraire, c'était comme une thérapie de dire, moi, je veux transmettre mon expérience, puis je veux que ça en apporte quelque chose au bout de la ligne? Ben, je crois que oui, c'est vraiment, ça s'est fait tellement bien comme c'est un petit moment de silence entre nous, les gars. Et puis, c'est un moment de partage qu'on l'a fait entre nous, puis on l'a mis notre côté vulnérable, puis on s'est vraiment ouvert, devenir vraiment transparent avec les gens qui nous entourent. Et puis, ça s'est fait calmement. Ça fait tellement de bien aussi d'écouter les gens, des problèmes qu'ils ont vécu, ben, de nous aussi d'en parler puis d'échanger entre nous. Puis des fois, on peut comprendre la personne qui est à côté de moi qui nous raconte son histoire. On peut se voir un petit peu là-dedans aussi. C'est ça, là. Ça devient un point d'ancrage. Ghislain, es-tu au courant combien de personnes vous avez besoin de recruter? Comment ça fonctionne? T'appelles, il y a comme une espèce de pré-entrevue. De quelle façon ça va se passer? En fait, il va y avoir 4 rencontres préparatoires. Pour le nombre, pour l'instant, je pense pas qu'on a mis de limite, là, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui ont appelé, puis qu'à un moment donné, bon, ils ont décidé de ne pas le faire, puis on respecte ça aussi. Donc, on prend tout le monde. Puis, à partir des rencontres, je suppose il y a probablement 4 ou 5 personnes qui vont être sélectionnées à partir de ces rencontres-là, mais c'est ça, en fait. Bandez-vous pas avec la quantité. Là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de partager votre histoire, nous, on est intéressés à l'entendre. Mais il faut dire aussi, c'est important de partager. Martin vient tantôt de le dire. Tu sais, il faut. C'est plate, je vais dire le mot, il faut sortir du placard, mais tu sais, il faut dire qu'on a. Tu sais, c'est rendu, pas dire normal, mais tu sais, je veux dire, c'est rendu humain de dire oui, j'ai eu des difficultés, puis oui, je m'en suis sortie. Je pense que c'est là, je pense que la thérapie, elle avance encore plus dans les cheminements, là. Ben oui, en fait, c'est sûr que quand on est dans le problème, des fois, on n'a pas le goût d'en parler. Puis nous, ce qu'on veut, c'est essayer de convaincre les gens d'en parler parce que c'est en parlant qu'on trouve les solutions. Donc, on rappelle que le numéro de téléphone, tu vas me le redonner, s'il vous plaît. Je sais que tu es bon dans ça. Alors, vous appelez au 450-759-6116 et vous demandez à parler à Anne-Marie ou Sophie. Ça. Puis nous, on se reparle sûrement parce que ça va être la semaine de prévention du suicide bientôt. Avec la fin de l'hiver, c'est toujours un petit peu le janvier-février, c'est toujours des périodes, je pense, un petit peu plus moroses. Et c'est important de parler encore de suicide, de parler de prévention suicide. Là, c'est ça exactement. Oui, merci. Merci de nous accueillir chez vous. Je suis en compagnie de Jean-Marie Lapointe, qui est un ambassadeur pour la Fondation Jean Lapointe. Bonjour, Jean-Marie. Allô, Daniel. Merci beaucoup d'accepter ce matin de nous parler. On est à la mi-janvier. On s'en va encore avec la fameuse, on pourrait dire, campagne 28 jours sans alcool. Ça va être 29 jours cette année. Il va falloir faire une journée de plus à cause de l'année de mixité. Ça fait combien d'années que ça existe, cette fameuse campagne, cette fameuse promotion-là? Là? Après la sortie des fêtes, là, prendre un break puis dire on garde notre consommation, on s'aide. On est à notre 11e édition du défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe. Notre 11e édition et notre objectif, on vise gros, on vise 1 million de dollars. C'est bien parti parce que tu vois, on a plus de 150 000 d'amassés au moment où on se parle. On se rapproche du 200 000. Puis le défi n'est pas encore commencé. Mais là, c'est important parce que c'est là qu'on en parle dans les médias partout, écrit, radio, télé, tout ça. Et on veut vraiment sensibiliser les gens à... On veut pas démoniser. Puis la mission est importante. On veut pas dire que l'alcool, c'est mauvais, puis tu es un alcoolique parce que tu bois un verre à tous les jours. C'est pas ça. On veut surtout inviter les gens à... c'est quoi, toi, ta relation avec l'alcool? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de lever le verre quand tu as une bonne nouvelle, mais quand tu es déprimé et tu ouvres une bouteille, tabarnane, ça va pas bien, c'est facile aussi de lever un verre quand ça va mal. Donc, on veut juste dire aux gens, regardons comment toi, tu te sens à l'idée de ne pas consommer pendant la semaine, dans la fin de semaine, pendant tout le mois, puis de regarder, finalement, je pense que l'alcool prend beaucoup de place dans ma vie. Puis là, les gens arrivent avec cette prise de conscience-là en se disant,
c'est drôle, moi, je l'ai fait l'année passée, je t'encourage à le faire. Puis moi, en plus, les bienfaits de ne pas avoir consommé d'alcool pendant un mois, j'ai retrouvé une certaine énergie, la qualité de mon sommeil était meilleure, j'avais des idées claires et je me suis rendu compte que finalement, l'alcool, c'était pas le nécessaire de ma vie. Oui, c'est sûr que c'est très festif. Beaucoup de gens ont fait des sorties, les 5 à 7, les repas en famille. Il n'y a rien de mal à avoir un repas avec alcool. C'est juste de se conscientiser puis de se dire, finalement, ouais, l'alcool prend beaucoup de place dans ma vie puis j'aurais peut-être à boire mieux puis peut-être boire moins aussi. Tu sais, buvez peu, mais buvez mieux. Ça peut être aussi un constat. Mais le plus important, c'est de faire un arrêt et de dire, OK, je m'engage pour une bonne cause, pour aider une fondation qui, elle, va aider la maison Jean Lapointe. Puis l'argent, les gens nous demandent, ben une fois qu'on a ramassé 500 000, 1 million, 2 millions, qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Ben on fait beaucoup de sensibilisation, on fait de la prévention, on va dans les écoles. Oui, évidemment, la maison Jean Lapointe offre le traitement pour des personnes qui ont un grave problème de dépendance à l'alcool, aux substances, aux jeux pathologiques, mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire aussi en région, tout ce qu'on fait dans les écoles, tout ce qu'on fait dans les campagnes de sensibilisation puis de prévention, parce que ce qui est important, c'est le libre arbitre. Quand tu es devant une substance, quelle que soit la substance, est-ce que tu as tous les outils nécessaires dans ta tête pour t'aider à prendre la décision, est-ce que je la consomme ou je la consomme pas, cette substance-là? Puis c'est là que c'est important de sensibiliser puis de faire de la prévention, particulièrement auprès des jeunes. OK. Toi, tu as vécu le début de cette campagne-là. Tu me parles que c'est là 11 ans. L'accueil qu'il y a eu il y a 11 ans versus aujourd'hui. Il y a 11 ans, ça devait quand même être difficile parce qu'il devait y avoir comme tu dis, des levées de drapeau. Tu dis au monde de pas aller boire, de pas aller, de pas faire ça. Donc, tu vas ruiner les restaurants, tu nuis à notre rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus accepté par rapport, est-ce que tu penses que ça a été plus compris, le but de ce mois-là, de sensibilisation? Ben, c'est une bonne question, Daniel. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de petits qui ont été des dérivés du défi 28 jours. Il y a aussi la Fondation Le Grand Chemin qui fait le défi Octobre. Ils font un jeu de mots avec le mois d'octobre. Eux autres, ils le font à l'automne. Il existe le Dry January aux États-Unis, le janvier sec. Il y a plein de gens qui font des choses qui sont similaires. La particularité, c'est qu'avec la Fondation Jean Lapointe, nous, la levée de fonds est associée à une prise de conscience, mais aussi nous, on a un but, c'est de ramasser des fonds pour justement conscientiser les gens, puis aider les gens qui en souffrent aussi au niveau d'une grave dépendance. Mais c'est clair que les mentalités ont évolué. J'étais pas ambassadeur il y a 11 ans quand on l'a lancé, mais j'ai trouvé tellement l'idée géniale que ça a fait du chemin autour de moi, puis je me suis rendu compte que d'année après année, beaucoup de gens, avant que je devienne ambassadeur cette année, beaucoup de gens me demandaient, veux-tu m'encourager, veux-tu faire un don, veux-tu le partager sur les réseaux sociaux? Puis la réponse était oui, ça me faisait plaisir de le faire parce que je trouvais drôlement important d'avoir une période dans l'année où on peut en parler ouvertement alors que on est à une époque où on va, d'autant plus que la légalisation du cannabis, ça existe depuis quand même plusieurs années maintenant, on est rendu à une époque, je pense, où on va banaliser la consommation de substances, quelle que soit la substance. Là. Évidemment, on banalisera jamais la personne qui se shoot de l'héroïne au coin d'une ruelle et qui va peut-être faire une overdose. On ne peut jamais banaliser ça parce que il y a malheureusement énormément d'overdoses qui tuent. Par contre, c'est normal aujourd'hui de suivre une voiture où ça sent le pot. C'est normal de se promener dans un parc où ça sent le cannabis. C'est normal de voir des canettes de bière traîner par terre. Donc, qui dit normal dit souvent banal. On banalise la consommation de substances qui altèrent ton comportement, qui peut altérer ta prise de décision. Donc, c'est là que je trouve intéressant de dire, wow, on va faire un stop là, on va collectivement se poser des questions tous ensemble en associant ça à une levée de fonds par rapport à notre consommation d'alcool. C'est ça qui est important. Puis c'est le fun parce que ça se fait aussi en famille. Les gens vont faire le défi en famille, ils vont se faire un défi en gang, ils vont se créer un groupe, puis ils vont essayer d'amasser le plus d'argent avec un petit esprit de compétition d'avoir quelle région au Québec va avoir amassé le plus d'argent, comme dans la région où est-ce que tu es, tu sais, à Berthier. Est-ce que les gens vont se mobiliser, ils vont dire, hey, d'autres, on veut faire quelque chose. Surtout que pour rendre hommage aussi à mon père, c'est là que je trouve ça, c'est touchant puis c'est émouvant de savoir
voir que la fondation puis la mission de la maison continue malgré le décès de mon père, d'autant plus que Anne-Élisabeth, ma sœur, est la directrice générale de la maison Jean Lapointe. Donc, de voir que la mission de mon père, qui est une de ses plus grandes fiertés, au-delà de ses succès sur une scène, sur les albums, ses succès artistiques, l'immense mission de la Fondation et de la mission de mon père en était extrêmement fier, puis de voir que ça se poursuit à l'aide du public, parce que les gens embarquent dans nos levées de fonds puis dans la mission de la maison. Donc, je me dis, ben c'est sûr que papa, au moment où on se parle du haut de son étoile, il doit nous faire un petit clin d'œil et nous dire, ben merci, good job, on continue. Il y a trop de gens qui souffrent de dépendance qu'il faut continuer la mission. C'est ça. Tantôt, tu me parlais de banaliser et aujourd'hui, tu sais, si on regarde un petit peu avant, je veux que tu m'en parles un petit peu, c'est beaucoup plus c'est rendu plus à la mode, là. Tu sais, il y avait une période que le gin, le vodka, le rhum, c'était bon. Comme tu dis, c'était la bière, le vin. Là, il y a des gins québécois, des rhums québécois. Encourageons, tu sais, allons-y dans les distilleries. C'est redevenu à la mode de faire des cocktails, de faire des shooters, des choses comme ça. Tu travailles aussi avec les jeunes, avec tout. C'est rendu peut-être je veux pas dire un fléau, mais une problématique à exploiter, là. Tu sais, comment je pourrais dire ça au niveau de la toxicomanie, comme tu parles tantôt, tu sais, l'addiction à l'alcool et tout ça. J'ai l'impression que on a beaucoup banalisé ça, puis que, tu sais, il y a une couple d'années, on parlait beaucoup du 0.08, pas se faire arrêter, que ce soit criminel. Aujourd'hui, ça a comme passé en dessous du tapis. On a l'impression que c'est plus difficile à lancer ce message-là, à faire attention. Puis en même temps, on peut pas faire de publicité de cigarettes puis d'alcool, tu comprends? On peut pas, tu sais, complètement cautionner ouvertement, de façon légale, la consommation de cannabis puis d'alcool. Tu sais, il faut être prudent quand on en parle dans les médias. Mais de toute façon, la personne qui est curieuse de consommer puis n'a pas encore consommé va trouver une façon, qu'elle soit mineure ou majeure, elle va le faire. Mais c'est sûr que c'est extrêmement répandu. Puis on en a parlé tantôt, tu sais, entre la légalisation puis la banalisation, le pas est très vite franchi. Donc, je pense que c'est important de pas dire à une personne qui veut consommer une substance qui est folle, qui est pas correcte, qu'elle devrait pas, qu'elle soit d'âge mineur ou majeur. On n'est pas rendu là. Il faut conscientiser, il faut éduquer et il faut dire noir et blanc, noir sur blanc, ben voici, quand tu consommes, voici ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans ton cerveau. Puis malheureusement, versus quand tu as 50, 40, 60 ans, tu comprends que la santé, c'est un privilège, puis c'est un cadeau de la vie d'être en santé. Mais quand tu es jeune, quand tu as 15, 20 ans, excuse-moi, mais moi, je me rappelle à cet âge-là, je me sentais invulnérable. La mort, c'était pour les vieux. La maladie, c'était pour ceux qui n'étaient pas chanceux ou les vieux. C'était pas du tout pour me concerner moi. On se sent un peu éternel puis invulnérable quand tu as cet âge-là. D'où la raison davantage de dire, attends une minute, c'est correct si tu veux consommer, mais laisse-moi t'en parler juste un petit peu plus, puis te dire, voici les conséquences. C'est pas pour rien qu'on fait des tournées dans les écoles. C'est pas pour rien qu'on a engagé des gens qui ont eu un accident d'auto, qui ont perdu l'usage de leurs jambes, qui sont devenus tétraplégiques ou tout simplement qui ont un handicap ou qui sont rendus atteints de façon permanente à cause d'une substance, à cause d'un accident d'auto, à cause d'une overdose. Donc, je pense que c'est juste important de donner les meilleurs outils possibles aux jeunes et aux moins jeunes pour qu'on puisse dire, regarde, tu veux consommer? C'est correct, pas de problème, mais je vais te donner un peu d'informations. Ça, c'est une des approches. Mais en même temps, il y a énormément de travail à faire, d'autant plus qu'on a légalisé le cannabis. L'alcool est légal depuis longtemps, mais on s'entend que c'est des substances, surtout l'alcool. Les dernières études démontrent que c'est pas très bon pour ta santé, une bonne consommation d'alcool. On parle pas du verre de vin par semaine, là, mais on parle d'une personne qui consomme régulièrement. Il n'y a rien de bon pour ta santé. Puis pour moi qui le dit, c'est la science qui le dit, puis c'est les études qui le disent. Donc, on est tellement habitué de fumer une cigarette, fumer le cannabis, fumer l'alcool, boire de l'alcool, que c'est rendu banal. C'est ça le piège. Puis quand on dit c'est rendu banalisé, c'est rendu normal, c'est là que des fois qu'on se fait prendre au piège. C'est ça. Autre question, je ne sais pas si au niveau des statistiques, au niveau de la fondation et tout,
Après le mois, justement, sans alcool, est-ce qu'il y a une recrudescence de demandes d'aide? Je sais pas. Est-ce que vous sentez que, tu me parlais que la Fondation va être de la Maison Jean-Lapointe. Est-ce que vous vous préparez dans ce temps-là à donner l'argent ramassé est tout de suite utilisé? Parce que, la maison, je veux pas dire elle déborde, mais tu comprends ce que je veux dire? Les demandes d'aide, les demandes de thérapie tombent, on dirait, dans cette période-là, plus élevée, là, une plus forte demande ou je sais pas comment ça se passe, c'est ça je veux savoir un peu. Est-ce que il y a des gens Très bonne question. Je pourrais pas te répondre, Daniel. Il faudrait que tu demandes à ma sœur Anne-Élisabeth, qui est la directrice de la Maison Jean-Lapointe. Elle pourrait regarder un calendrier annuel puis de voir est-ce qu'il y a des pics, est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où les gens rentrent en thérapie. Ça se peut, je pourrais pas te le dire, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, durant le temps des fêtes, ont peut-être exagéré leur consommation d'alcool parce que souvent, on arrête de travail pendant 1 semaine, 2 semaines, on arrête de travailler et c'est là qu'il y a les parties de famille, c'est là qu'il y a les fêtes, c'est là qu'il y a les repas arrosés. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent plus en thérapie en janvier, en février? Ça se pourrait, je pourrais pas te dire. Ça peut être logique de penser que oui, mais j'ai pas les données pour ça. Par contre, je le sais que il y a des gens, puis nous, à chaque année, puis c'est une tradition qu'on avait avec mon père, il y a 40 ans, quand la maison a ouvert ses portes, le premier Noël que mon père est allé voir les résidents qui étaient en thérapie, je l'avais accompagné. Et c'était assez bouleversant de voir que des gens, pendant les fêtes, avaient pris la décision d'aller en thérapie pour se soigner, pour arrêter de consommer, pour demander de l'aide. Et alors que wow, ils sont là pendant 3-4 semaines, loin de leur famille, loin des cadeaux, loin de leurs enfants. Moi, j'étais un jeune adolescent à ce moment-là, ça m'avait bien gros marqué. Alors, je me dis, la souffrance ne prend pas de vacances, hein? L'alcoolisme ne prend pas de vacances, l'addiction ne prend pas de vacances. Donc, si ça tombe un 18 décembre et que tu dois rentrer en thérapie, ben, c'est peut-être une question de vie ou de mort. Il n'est jamais trop tard pour te rentrer en thérapie. Donc, je pense que pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est qu'avec l'argent qu'on va amasser avec le défi 28 jours sans alcool, je le sais qu'on sauve des vies. Je le sais qu'on va aider des gens à faire une thérapie. Je le sais qu'on va prévenir des problématiques de grave dépendance parce qu'on va faire de la sensibilisation et de la prévention. Et c'est à ça que sert l'argent qu'on va ramasser pendant le défi 28 jours. Alors, on a quand même beaucoup d'ambition. On veut ramasser 1 million cette année. On a la chance, moi j'y crois, on a la possibilité, on a plein d'ambassadeurs qui font la tournée dans les médias pour parler du défi 28 jours sans alcool. Puis, si tu as juste une coordonnée à retenir dans notre entrevue, c'est défi28jours.com. C'est facile, défi28 jours avec un S.com, d'autant plus que cette année, il y en a 29 dans le défi. Alors, on peut pas passer à côté de ça. On a une journée d'extra pour les 29 ramasser. jours aux 28 jours. Oui, on a une journée d'extra, mais de toute façon, tu sais quoi? Même avant le défi, comme après, on continue d'amasser parce que les gens, le site Internet continue de fonctionner même après le défi. Donc, on va pouvoir continuer à comptabiliser les dons puis de se rapprocher de notre objectif puis qui sait peut-être même le dépasser. Donc, c'est ça qu'on veut faire cette année pour 2024. Je ne sais pas si tu es d'accord tantôt quand tu disais il n'y a pas de classe. Je te dirais qu'il n'y a même pas de classe de société qui peut amener à la, comment je peux dire ça, c'est à la consommation, qui peut amener à la dépendance. C'est les riches et les pauvres, c'est tout le monde qui peut avoir cette problématique-là. Puis l'autre point, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, le rajouter, c'est pour la famille aussi, c'est pour les proches. Toi, tu l'as vécu aussi, je te dirais d'une certaine façon. Mais c'est un cadeau à faire à nos proches aussi, à notre famille, peut-être. Être capable de se regrouper et d'être capable de supporter. Parce que, tu sais, si tu le fais en famille, comme tu dis, ça peut être une motivation. Tu dis, regarde, on y va, puis tout le monde ensemble. Peut-être qu'on a ciblé quelqu'un qu'on sent qu'il y a un petit peu plus de problématiques, mais si on se supporte entre nous autres, on se donne des petits trucs ou des défis internes, ben ça peut amener à une meilleure, je pourrais dire, une meilleure conciliation famille et tout, là, tu sais, là, une meilleure harmonie. Oui. Ben, c'est une très bonne idée ce que tu dis. C'est peut-être un peu l'invitation qu'on peut faire aux gens de ta région en leur disant d'écouter, faites-le en famille, faites-le en gang, faites-le avec des amis, faites-le avec des collègues. Puis dites-vous que vous allez aider des gens que vous connaissez peut-être même pas, mais qui ont des graves problèmes de dépendance. Puis nous, on vous encourage à le faire, cette levée de fonds-là en gang. Puis ça peut être une activité, on appelle ça un team building. Hein? C'est une question de consolidation d'esprit d'équipe, d'esprit de famille. On peut encourager les gens à le faire. Et
aussi, ben, tu parlais de la famille. Ça, c'est aussi un des programmes qu'on offre à la Maison Jean-Lapointe. Il n'y a pas juste la personne qui souffre d'alcoolisme ou de dépendance qu'on va soigner. On va aussi accompagner la famille. On a des ateliers qui accompagnent la famille pour leur faire réaliser que la personne qui souffre de dépendance atteint beaucoup de gens autour de soi. La particularité, surtout les gens autour de toi, comme la famille, les conjoints, les conjointes, les enfants, les parents. Et ça aussi, on donne des ateliers là-dedans. Donc, tu comprends que la mission de mon père, qui a été lancée il y a 40 ans, a pris beaucoup, beaucoup d'expansion, puis elle a des ramifications dans plein de souches de la société. Et comme tu as dit tantôt, Daniel, tu as tellement raison. Il n'y a personne qui est à l'abri de développer un problème d'alcool ou d'avoir un proche qui va en développer un problème de dépendance. Donc, là, tu te dis, bien, plus on est informé, plus on a de la sensibilisation, on va offrir de la sensibilisation, plus on va dire, regarde, c'est une maladie, la dépendance. Il ne faut pas que tu l'oublies. La maladie de la dépendance, elle est très, très forte, très répandue, puis elle est potentiellement mortelle. Donc, de garder en tête qu'en faisant le défi 28 jours, ben, on va peut-être sauver des vies, on va informer le plus de gens possible, puis ça se fait aussi dans le plaisir. On n'est pas en train de dire, là, pendant un mois, tu bois pas, tu vas assez avoir une vie plate. Non, non. Il existe des mocktails. Oui, il y a le cocktail, mais il y a les mocktails. Il y a des façons, on donne des recettes. Il y a des façons de boire des drinks sans passer pour un martien parce que tu vas être exposé à faire des 5 à 7, à aller dans des événements, dans des parties de famille. Puis ça se peut que tu boives pas juste du Perrier, puis une eau pétillante, puis de l'eau ordinaire. Il y a des drinks sans alcool qui goûtent bon, qui sont le fun. Il y a des vins sans alcool. Il y a plein de façons de le faire, ce défi-là, sans passer pour un martien. Puis de toute façon, oui, on fait encore découvrir le défi 28 jours sans alcool. On le fait. Il y a encore des gens qui nous découvrent, mais de plus en plus de gens qui le savent, qui en ont entendu parler. Puis là, ils se disent, je devrais-tu le faire? Moi, mais je ne sais pas si je vais être capable de le faire pendant un mois sans alcool. Ben regarde, on a pensé à ça. Il y a plein de façons de le faire, le défi. Il y a la version or, argent ou bronze. Le défi or, c'est de ne pas le faire complètement. Tu ne bois pas pendant tout le mois de février, du 1er au 29 cette année. Mais tu peux le faire en version défi argent, c'est-à-dire que on va te permettre de boire de l'alcool du lundi au jeudi. Puis si tu veux faire le défi bronze, on va te permettre de boire de l'alcool la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Durant la semaine, tu bois pas, alors on t'encourage à le faire. Donc, c'est moins épeurant de le faire pendant 3 jours par semaine, pendant tout le mois. Ça se peut que ça va faire plaisir à bien des gens qui se disent « Hey, finalement, je suis pas trop sûr. » Mais il n'y a rien qui t'empêche de changer d'idée. Si la première semaine, tu n'as pas bu durant la semaine, ça se peut que tu te dises « Hey, moi, en fin de semaine, je vais essayer de pas boire. » Puis c'est correct. Donc, nous, on est hyper inclusif. On veut donner au plus de gens possible la possibilité de faire le défi et d'atteindre notre objectif. Donc, on demande aux gens de nous aider à aider et à aider le plus grand nombre possible. Tu as répondu à ma dernière question. C'était la question des petits trucs qu'on peut avoir, mais tu viens de m'en donner des très bons. Donc, on rappelle que c'est du 1er au 29 février cette année. Vous avez un minimum de 1 million à ramasser. C'est important. C'est que non, mais c'est quand on va le voir comme ça, minimum 1 million à ramasser. On espère que ça va vraiment bien se dérouler. Puis, je suis sûre que, comme on dit, la région de la Naudière, ben, va se forcer cette année là pour pouvoir dépasser notre objectif puis être la meilleure région qui a contribué à ce défi. Sur ça, ben merci beaucoup. C'est bien apprécié. Ça fait plaisir. Tu peux-tu me rappeler le site Internet en terminant? Oui. C'est facile. Défi28jours.com. Jour au pluriel. Donc, défi28jours.com. Puis avec ça, c'est tellement facile de s'inscrire. Toutes les méthodes, toutes les étapes sont faciles à suivre. C'est très, très, très bien expliqué. Donc, on vous encourage à faire le défi cette année pour notre 11e édition. Donc, félicitations pour ton implication, puis même dans toutes tes choses que tu fais là pour justement, je ne veux pas dire parler d'itinérance, mais prendre conscience de l'itinérance, de toutes ces choses-là. Je pense que c'est des très belles missions que tu t'es données au fil des années. Ah ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis des fois dans la vie, c'est la mission qui te choisit. Puis moi, j'ai commencé à faire du bénévolat en servant des repas, puis pour les personnes de la rue. Et finalement, quelques années plus tard, je me suis retrouvé à animer une émission. Donc, on le sait pas, hein. Des fois, la vie est pleine de surprises. C'est ça. Ça en est une belle. Puis je suis très content de mon implication. Puis c'est pas fini, on va continuer. Bon, ben merci. Bye-bye. Les services d'incendie, les points 12. 12.1, entente avec soutien aux sinistrés de la Naudière du Nord. Donc, c'est une entente de 2 ans qui permet de faire appel aux services de sinistrés de la Naudière
c'est lors des événements, évidemment, quand il peut y avoir un événement, un incendie. Eux, comme on l'a tous vu, fait vraiment la transition entre quand il arrive un sinistre et avant que la Croix-Rouge intervienne. Eux se retrouvent directement sur le sinistre. Ils peuvent vraiment réchauffer, servir des repas, que ce soit même aux pompiers ou aux sinistrés, peuvent les prendre en charge avant que la Croix-Rouge arrive pour les prendre en charge. Donc, c'est une entente de 2 ans. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Sénéchal, à droite, à gauche. 10.2, véhicule 1401 et 702, maison encore. Ben, c'est pas compliqué, on finit. On va le dire comme ça. C'est des véhicules vraiment qui sont non réparables. Il y a plus d'argent que la valeur du véhicule à mettre dessus. Là-dessus, il y avait l'autobus qu'on se servait justement. 1401, c'est l'autobus qu'on se servait quand il y avait un sinistre justement pour voir. Mais là, avec l'entente qu'on vient d'avoir, on a quand même une porte de sortie pour s'occuper des gens. Et l'autre, je crois que c'était un genre d'économie, une petite vanne Savannah qui mourra encore. Monsieur Turcot? Oui, juste une petite clarification. Le 1401, ils avaient fait une estimation de 10 000 d'entretien qui était requise sur ce véhicule-là, mais que le soutien aux sinistrés de la Naudière, eux étaient intéressés parce qu'ils ont un forfait préférentiel avec des réparateurs. Puis il était question que pour eux, ça pourrait les intéresser. Est-ce que la résolution permet au service incendie de donner ou de vendre le véhicule? Non, mais si jamais, parce qu'on a mandaté le service d'incendie, par exemple, que s'ils voulaient le véhicule, une pièce, puis ils peuvent la prendre. Donc, s'il y a une entente, puis ils le veulent toujours, on va l'entériner d'une prochaine séance. Parfait. C'est bon? Ça, j'avais-tu fait? Non, pas fait. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Goyette. À ma gauche. À ma droite. Je voudrais qu'aujourd'hui, si l'autorité du directeur du service de sécurité incendie à se départir des véhicules 1401 et 702, s'il donne à... Non, mais c'est parce qu'on pensait qu'ils s'en répartiraient en les envoyant à la Ferrare. Ah, OK. Donc, si c'est une vente et ça s'en va... Qui reste sur la route. Qui reste sur la route, ben là, on fera une résolution entérinant comme quoi que... C'est bon? Oui. 12.3. Demande de la municipalité de Sainte-Élisabeth, pompier temps plein. Bon, donc, la réponse, évidemment, à Sainte-Élisabeth qui nous avait envoyé, M. Bérard au courant, nous a envoyé une résolution. Donc, évidemment, l'importance, il faut que les gens comprennent qu'une municipalité parle par résolution. La MRC, évidemment, dans certaines situations, quand c'est une résolution, parle aussi par résolution. Donc, la réponse de Sainte-Élisabeth pour les pompiers à temps plein dans leur caserne va être envoyée par la résolution. Donc, vous avez toute la résolution. Évidemment, bien, la résolution, ce qu'elle dit, c'est que pour l'instant, il n'y aura pas de pompiers à temps plein qui vont être mis à Sainte-Élisabeth. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, oui, M. Bérard. Moi, j'ai lu les propos de la résolution. Malheureusement, il y a des thèmes là-dedans que ça m'approche. Je l'en ferai part d'ailleurs aux membres ici présentement. Et dans la première partie, quand on parle, on fait une protection optimale, le temps actuel. Excusez, M. Bérard, vous parlez juste un peu plus, je vous entends pas. Excusez. Quand on parle au niveau du temps actuel, ça offre le service incendie offre une protection optimale. Ben, en tout cas, pour Sainte-Élisabeth, c'est pas ce que l'on vit, nous, présentement. Au niveau du conseil, on voit plus une protection de peine et misère à respecter la couverture de risque présentement chez nous. La deuxième partie, on parle de... Attendez, M. Bérard, je vais commencer par celle-là, c'est totalement faux. Vous avez eu une rencontre ici avec le service d'incendie. Il vous a totalement démontré que le schéma de couverture de risque qui est en ce moment en action est totalement respecté à Sainte-Élisabeth. Fait que je vois vraiment pas où vous vous en allez. On a eu une rencontre avec votre conseil de ville, M. Bruno, M. Tremblay, directeur général, moi, M. Gravel, qui est responsable du comité de sécurité incendie, les deux chefs de service d'incendie. On a démontré avec des tableaux très explicatifs du temps d'intervention dans votre municipalité. La dernière plénière, M. Bérard, on vous a encore présenté les mêmes tableaux vous expliquant
qu'on respecte totalement le schéma de couverture de risque, pas le nouveau là, qui va être déposé, d'avant. On a de l'entraide de Saint-Félix qui intervient sur votre territoire dans le temps de le dire, avant même que des pompiers à temps partiel aient le temps de sortir de chez vous. Fait que ça peut vous accrocher, mais la réalité sur les chiffres et les temps de réponse sont là. La prochaine, M. Bérard. Excusez. Pour répondre, je vais passer court quand même aux autres paragraphes. Je vais quand même dire, le dernier considérant qu'au mois d'avril prochain, le Conseil de la MRC se penchera de façon particulière sur l'évolution de l'organisation du service de sécurité incendie au cours des prochaines années. Moi, je m'attendais de faire la compréhension de la dernière réunion la semaine passée avec l'énoncé dont vous venez de parler, qu'en même temps, qu'on se prononcerait sur la demande de Sainte-Élisabeth. C'est ça, j'ai compris. Et non pas qu'on faisait un refus de la demande de Sainte-Élisabeth ce soir. C'est ça que je m'attendais de voir dans la résolution, ici présentement. Et c'est ça que j'ai compris la semaine dernière. Ben, je pense. Ben, écoutez, je pense que l'ensemble des élus ici autour de la table, je pense qu'on a tous compris qu'on n'enlèverait pas 2 pompiers à temps plein à Berthier pour les envoyer à Sainte-Élisabeth. C'est même vous qui aviez dit qu'à ce moment-là, en terminant, on va tout rejaser de ça. Exact. Oui. Ben oui, M. Bérard, ce qui a été dit, c'est qu'on ne mettra pas des pompiers à temps plein à Sainte-Élisabeth. Oui, effectivement. Effectivement, M. Bérard, parce qu'on l'a dit, qu'on regardait une réorganisation de nos services d'incendie due à la problématique d'avoir des pompiers à temps partiel, et qu'au lac à l'épaule, un programme de réorganisation de nos services pour être le plus efficace possible, en conséquence du nouveau schéma d'aménagement qui serait déposé à l'ensemble des maires, au lac à l'épaule, qui est, je pense, au mois d'avril. Donc, vous pouvez me corriger si quelqu'un me trompe. Moi, j'ai compris que la demande des temps pleins, ça va rester à discussion. Ben, c'est pas ça, M. Bérard. C'est vraiment, étant donné qu'on va en discuter au lac à l'épaule, et ce qu'on va discuter, c'est pas de mettre des pompiers à temps plein chez vous. Comprenez, M. Bérard? On a de la misère à avoir des pompiers à temps partiel, et on a 9 casernes. On ne mettra pas, puis je pense que c'est assez évident, qu'on ne pourra pas mettre, parce que vous le savez, vous avez été pompier, 2 pompiers d'une caserne, ça ne sert strictement à rien. Et on ne peut pas remplir 9 casernes de pompiers temps plein. Donc, là, on va en discuter au lac à l'épaule, puis c'est là que les décisions vont se prendre. En attendant, c'est évident, M. Bérard, on ne mettra pas des pompiers quand on va en discuter au mois d'avril. Au mois d'avril, je vous le dis, ce qu'on va discuter, on va être dans le décisionnel, qui va être entériné, évidemment, parce que quand on prend une décision en réunion, c'est entériné par résolution par la suite. Vous avez M. Gravel? Bien, moi, j'ai compris la même chose aussi, parce que là, on a une demande par résolution, il faut répondre par résolution. Donc, on a une demande de mettre des pompiers à temps plein à Sainte-Élisabeth. La réponse, c'est non. Par contre, au lac à l'épaule, on va revoir tout l'ensemble de notre couverture, de notre distribution, dans l'ensemble du territoire. Donc, et on ne l'a pas vu encore, on n'a rien vu, là, parce que ça va nous être déposé par le service d'incendie. On ne sait même pas. C'est en place, comme aussi j'ai compris, c'est que le service au lac à l'épaule, le service des sécurités d'incendie va nous démontrer nos forces et nos faiblesses. Puis c'est là qu'on va déterminer comment est-ce qu'on peut améliorer nos faiblesses. C'est ce que j'ai compris. Mélange de nouveau schéma d'aménagement. Il y a la couverture de risque, le schéma d'aménagement, couverture de risque. C'est presque pareil. Pas tout à fait. Pas tout à fait pas tout. Oui, M. Bérard. Pour terminer avec un accident cet avant-midi dans Sainte-Élisabeth sur un automobile dont la dame s'est blessée. Et les derniers arrivés sur les lieux après des services d'ambulance et après le service de la police, c'est quelques minutes plus tard, c'est le service d'incendie qui est arrivé quelques minutes plus tard, c'est le canon de Berthierville qui est arrivé sur les lieux. Donc au niveau des premiers répondants, on était vraiment très très loin là, sur cette zone-là. Juste pour vous exprimer quand même, c'est ce qu'on vit depuis 1 an à Sainte-Élisabeth, cette situation-là.
Puis, même si j'étais pompier avant, j'ai encore la misère à comprendre qu'on vit présentement une situation optimale de meilleur rendement qu'on peut offrir aux municipalités de Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Saint-Hubert présentement. Je trouve ça très valeur là-dessus. Parfait. Attendez un petit peu. Donc, ça me prend un vote. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Sénéchal, à ma gauche, à ma droite. Donc, évidemment, M. Bérard, vous votez contre. Exactement. Parfait, pas de problème. 12.4, c'est projet. Le mot est important. Là, c'est parce qu'aujourd'hui, on a parlé du processus d'adoption d'un schéma de couverture de risque avec le gouvernement, c'est assez compliqué. Donc là, c'est le projet de schéma de couverture de risque 2024-2023. Donc, c'est l'adoption du projet de schéma 2030. Ah non, j'ai 2030. 24-34. 24-34. 2034. C'est 10 ans. Monsieur le préfet. Il y a une coquille, c'est pas moi qui s'est trompé. Ah ben non. Hey. Hein? Mais c'est vraiment 34. Mais c'est vraiment 34 parce que c'est 10 ans. Oui, exactement. Merci. C'est ça, ça fait spécial. Donc, évidemment, là, c'est le projet schéma de couverture de risque qu'on adopte. Et par la suite, c'est le 15 février, il va y avoir une séance de consultation publique, c'est de par la loi. Et par la suite, là, c'est l'adoption du schéma avant. L'adoption d'un autre projet. D'un autre projet. Soumis au ministère. Mais là, c'est vraiment un projet. Pour consultation préliminaire. C'est ça, préliminaire. Fait pour préliminaire, puis fait pour être consulté, puis avoir les avis des municipalités, des citoyens. C'est ça. Est-ce qu'on a l'heure de la consultation? Ça va être ici, j'imagine? Bon, on va la publier. Ça va être à 19h, mais on va envoyer des avis publics dans les journaux, puis aux municipalités aussi. Pour qu'on puisse la discuter. Donc, le 15 février à 19h. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Donc, proposé. Oui, M. Bérard, excusez. Donc, si je comprends bien, Mme Darling, c'est le projet préliminaire présentement qu'on adopte. C'est un sujet à changement par la suite. Bien, parce qu'à l'assemblée de consultation, c'est comme dans la municipalité, quand on fait une assemblée de consultation, des fois, en écoutant, bien, des fois, on dit, OK, bon, on peut peut-être changer ça, on peut peut-être changer ça. Et là, après ça, on adopte le deuxième projet de règlement avant le deuxième projet de schéma d'aménagement, avant de pouvoir l'envoyer au ministère. Et là, il y a encore un autre processus, parce qu'il faut, avant de l'adopter, il faut que le ministère de la Sécurité civile accepte notre schéma. Oui. Mais il faut dire que quand on bâtit le schéma, comme là, le premier schéma, on marche beaucoup dans la loi aussi. Évidemment, la Sécurité civile travaille avec le service d'incendie de la MRC pour s'assurer que le schéma soit conforme, même celui-là qui est déposé en ce moment, pour s'assurer que tout est correct. Donc, c'était proposé par M. Gravel, appuyé par M. Frigon, à ma droite, à gauche. Ouais. 6 travaux publics. 6.1. Travaux de réfection et de drainage du Randet du Pas à l'Est pour 2024. Service d'ingénierie. Demande d'avenant. Considérant le rapport de travaux de la phase 3 entre la rue de l'Église et la route 158 en 2024, considérant la nécessité de prolonger le mandat de service d'ingénierie civile, volet surveillance, bureau et chantier pour la réfection de la voirie du drainage sur une section du Randet du Pas, localisée entre la route 158 et la rue de l'Église, considérant que ce projet couvre une distance d'environ 1,1 km et vise à compléter les travaux réalisés en 2023 sur le Randet du Pas, considérant que le délai pour la réalisation des travaux est estimé à 10 semaines, considérant que la firme GBI Expert Conseil nous a présenté l'avenant DA-2, considérant que le montant présenté dans l'avenant DA-2 est de 85 650 pour les taxes applicables, les propositeurs appuyés par et résolu que le Conseil accepte l'avenant DA-2 déposé par la firme d'ingénierie GBI Expert Conseil pour une somme de 85 650 pour les taxes applicables en lien avec la prolongation du mandat des services d'ingénierie civile, volet surveillance, chantier et bureau, pour les travaux de réfection de drainage du Randet du Pas à l'Est pour l'année 2024. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose.
Mme Jacinthe Drainville, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2. Travaux de réfection et de drainage du Ranlet du Pas à l'Est pour 2024. Contrôle qualitatif du chantier. Proposition d'honoraire. Considérant le rapport de travaux de la phase 3 entre la rue de l'Église et la route 158 en 2024, considérant la nécessité de prolonger le mandat de service pour contrôle qualitatif du chantier pour la réflexion de la voirie du drainage sur une section du Ranlet du Pas localisée entre la route 158 et la rue de l'Église, considérant que ce projet couvre une distance d'environ 1,1 km et vise à compléter les travaux réalisés en 2023 sur le Ranlet du Pas, considérant que le délai pour la réalisation des travaux est estimé à 10 semaines, considérant que l'entreprise Solmatec vous a présenté la proposition OSC 1003-24 et que ces derniers maintiennent les prix soumis pour les travaux de 2023 à ceux de 2024, considérant que le montant présenté de 30 869,88 plus les taxes applicables, il est proposé par et résolu que le Conseil accepte la proposition OSC 1003-24 déposée par Solmatec Inc. pour une somme de 30 869,88 plus les taxes applicables en lien avec la prolongation du mandat des services pour le contrôle qualitatif du chantier pour les travaux de réfection de drainage du Ranlet du Pas à l'Est pour l'année 2024. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? François Drainville propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. André Rondeau, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et dans pas mal de pays, j'ai rencontré le même problème pour les transferts aéroports et pour se déplacer la nuit. Mais finalement, quand on est dans un problème de mobilité, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui sont au même endroit, qui veulent aller dans la même direction, sauf qu'on ne se connaît pas et on n'a pas de solution pour communiquer correctement. Et donc l'idée, c'était de développer une solution numérique, puisque dans les pays dits développés, on communique plus facilement à travers une application mobile ou à travers son mobile qu'en direct. Et donc de proposer un moyen de communiquer, de réserver un taxi au départ, pour pouvoir réaliser les premiers et les derniers kilomètres qui sont si compliqués à faire, dans le but d'avoir un trajet qui va être plus économique, mais aussi plus écologique, et une manière aussi de bien rémunérer le chauffeur. Ça, c'est l'idée de départ de taxi partagé. On l'a développée en France, donc elle est accessible. Si vous allez par exemple à l'aéroport de Paris, vous pouvez tout à fait partager un taxi match. Et je suis venu au Québec l'été dernier, dans l'optique de développer cette solution, mais adaptée au territoire du Québec. C'est-à-dire que la distance que je peux faire avec mes pieds, c'est la même, mais il faut aller beaucoup plus loin. Donc je me suis rendu compte que le taxi, même si on le partage, sur des grandes distances, ça va coûter trop cher. Donc l'idée, c'est de développer la même solution algorithmique qui va permettre de regrouper les passagers et les conducteurs qui vont dans la même direction, mais en mode covoiturage. C'est-à-dire que c'est un conducteur qui passe par là, qui a des places disponibles et qui va pouvoir prendre en charge des passagers qui veulent aller dans la même direction. Et ce qu'on a conservé entre le côté taxi et le côté covoiturage, c'est la dimension touristique. Donc c'est du covoiturage touristique. Et j'ai eu plein de possibilités de visites, d'activités extérieures. Et sauf que quand on part de Montréal, par exemple, qu'on n'a pas de voiture, comment je me rends? On est assez limité. Exact. Quand on n'a pas le permis, qu'est-ce qu'on fait? Donc on pense à tous ces étudiants, par exemple, qui sont à Montréal, qui veulent faire plein d'activités, qui ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, ils n'ont pas le permis pour louer une voiture. Comment on fait? Donc l'idée, c'est vraiment de leur proposer cette solution de covoiturage qui va être économique, toujours écologique, et en partenariat avec des sites touristiques, on va pouvoir desservir ces lieux, et en échange, en fait, d'apporter cette nouvelle clientèle qui n'avait pas accès, les sites touristiques vont permettre d'obtenir des rabais sur, par exemple, le forfait ski, sur le matériel, sur l'activité, raquettes. Voilà. Donc c'est vraiment du gagnant pour chacun parce que c'est des personnes, ok, ils offrent un rabais, mais c'est des personnes qui ne seraient pas venues sinon. La cible privilégiée théorique, ça va être les personnes qui débarquent un petit peu au Québec et qui veulent découvrir, qui veulent savoir ce qu'on peut faire comme nouvelle activité, comme nouveau site à visiter et qui n'ont pas de voiture. Donc eux vont pouvoir bénéficier du service en tant que passagers. Mais on peut imaginer aussi des résidents, des Québécois, qui ont leur voiture, mais qui vont dans Taxi Match Covoiturage, ils disent « Ah, il y a déjà un trajet qui m'intéresse. » C'est une option écologique, encore une fois, rappelons-le, c'est bien de faire du covoiturage exact, et même si tu as une voiture. Et finalement, le trajet que tu allais faire en auto solo ou à deux, finalement, tu peux, non, ma voiture, je vais la laisser au garage et je vais profiter d'un trajet qui existe déjà. En fait, c'est vrai, on avait cette solution technologique qui est développée et qui permet de regrouper des passagers et des chauffeurs de taxi. Et là, avec Tourisme Lanaudière, en fait, ils étaient intéressés par cette solution technique, mais
en mode covoiturage. Et donc, on a adapté la solution existante pour proposer du covoiturage et donc aller permettre aux passagers et aux conducteurs de faire de la moyenne longue distance vers des lieux touristiques. Et donc, Tourisme Lanaudière est une entité touristique et c'est là où il y a eu le match. Puis pour nous, ce qui marchait bien, c'est qu'on avait déjà dans nos plans d'action de Tourisme Lanaudière de travailler le développement durable, d'offrir des options de développement durable. Donc, oui, c'était un match parfait, en fait, avec Taxi Match. Puis c'était comme quand il nous a proposé ça, nous, ça allait dans nos plans d'action de toute façon de mobilité durable. Fait que c'était génial. Oui, on a 4 stations, entre autres, de ski lanaudoise. On les a-tu nommées? Non, pas encore. Pas encore, ça sent bien. Oui, mais c'est ça, ski la réserve, ski Montcalm, Val-Saint-Côme, puis on a ski Gasso. OK. Puis comme on a le parc national Mont-Tremblant aussi. Pour faire de la raquette, exactement. Mais c'est la partie Saint-Donat que vous offrez ou c'est la partie Là, c'est quelle partie exactement? Pimina. C'est ça, je me rappelais plus. OK, c'est ça, vous offrez. Puis on a Super Bissal Matin aussi. Oui, c'est ça, que c'est sûr. Que dans le fond, vous vous êtes parlé toutes les deux, vous avez, les deux entités, et c'est ça qui a amené le match. Est-ce que c'était ça qui a pimpé votre application, qui a fait que... Le fait qu'on soit partenaire? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, complètement. En fait, nous, on avait cet objectif de développer le covoiturage, mais il y a eu un concours organisé par le MT Lab, l'incubateur du tourisme, qui a permis cette mise en relation avec Tourisme Lanaudière et qui a déclenché, de manière avancée, le développement de cette solution. Donc, on est vraiment dans une situation que Tourisme Lanaudière est vraiment pionnière dans cette activité-là. Et vous, c'est votre premier partenariat vraiment là, réel et concret. C'est complètement innovant. C'est-à-dire que du covoiturage touristique, tel que c'est proposé, je ne l'ai pas vu ailleurs. Par exemple, si vous allez sur Covoiturage Taxi Match, vous avez la possibilité en tant que conducteur d'indiquer si vous avez de la place pour des skis. Alors, je ne connais pas d'offre de covoiturage qui va être si précise par rapport aux possibilités de déplacement vers des sites touristiques. Et cette innovation, elle n'est pas uniquement sur le covoiturage, elle est sur le fait qu'elle soit tournée vers des sites touristiques, les partenariats aussi qui sont réalisés avec les stations de ski dont on a parlé, les Sperlissa, le parc national. Ce qui est intéressant et ce qui est innovant aussi, c'est que de cette manière-là, on va pouvoir transmettre, c'est important, on va pouvoir transmettre aux partenaires l'origine des personnes qui vont sur place. Oui, il y a une base de données. Donc, ils vont savoir d'où viennent leurs clients. Aujourd'hui, ils ne le savent pas forcément. Non. Puisqu'ils vont rentrer leur adresse de départ, nous, on va savoir d'où sont partis les gens. Même pour Tourisme Lanaudière, c'est génial d'avoir ces données-là, tu sais. De savoir d'où ce qu'ils viennent, justement, pour nos attraits. Et on a été contacté par d'autres régions. On peut par exemple la Gaspésie, qui nous a contacté, qui trouve ça très intéressant, de proposer des moyens de déplacement durables. Mais l'objectif, après être travaillé avec Tourisme Lanaudière, c'est de continuer ensemble, évidemment, mais c'est de déployer le service avec d'autres partenaires, d'autres régions. OK. Comment ça fonctionne? C'est simple. En fait, vous avez besoin juste d'un smartphone. Vous avez ici le service, le covoiturage. Donc, on rentre, il n'y a même pas besoin de télécharger d'application. Vous indiquez votre point de départ, votre lieu d'arrivée. Soit vous êtes conducteur, vous publiez un trajet, soit vous êtes passager et vous recherchez un trajet. Et si un trajet vous intéresse, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir être mis en contact avec le conducteur. Et qui détermine les coûts? Pour les passagers, pour les conducteurs, il n'y a pas de frais pour s'inscrire sur la plateforme. Il y a un coût d'utilisation qui va correspondre à 1 kilomètre. C'est-à-dire que vous payez 20 cents du kilomètre. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça va coûter moins cher que le bus, finalement, pour aller aux stations de ski. Le conducteur, ce qui est bien pour lui, c'est que ça va lui permettre de rembourser son essence. Oui, exact. Et comme on a dit tout à l'heure, le fait d'être passager et conducteur, vous allez en plus avoir des avantages avec les partenaires. Pour Tourisme Lanaudière, c'est une première expérience. Oui, en fait, nous, on est fiers de dire qu'on a Taxi Match, bien entendu, pour les services de covoiturage, mais on a aussi les éco-excursions avec Bonjour Nature. Fait que là, on a 2 options de mobilité durable. On est vraiment fiers de dire qu'on offre ça, justement, comme souci écologique et environnemental. Ça va faire des petits, là, des petits bébés là, autour. C'est clair, c'est trop un projet intéressant. C'est une nouvelle solution. Dans le sens où, oui, c'est du covoiturage, mais qui a une dimension touristique, avec des partenariats avec des grands acteurs du tourisme, ce qui va permettre, et c'est le but, aux touristes ou même aux résidents, de pouvoir profiter du tourisme en réduisant leur impact environnemental. Le covoiturage, c'est pas uniquement une solution de déplacement durable, c'est aussi une expérience à vivre. Et on va avoir des conducteurs, des passagers qui ne se connaissent pas, qui vont se rencontrer, découvrir, généralement avec des passions similaires puisqu'ils vont dans des lieux touristiques communs. Et donc ça va créer une super atmosphère et ça va permettre à des gens peut-être qui connaissaient personne
de rencontrer du monde et de faire l'activité, voire de passer la journée avec des nouvelles personnes avec qui ils vont s'entendre. Des coups de foudre, peut-être? Bah, si ça possible. Hein. On fera une scène, on fera une spéciale Saint-Valentin. Comme qu'explique aussi les gens, mettons, de l'extérieur du pays qui viennent d'arriver au Québec, ben, c'est une belle façon de rencontrer les gens. Oui, c'est ça, je peux tout à fait. Tu as des internationaux qui vont arriver, qui sont ravis de vivre le Québec par les activités, mais aussi par les rencontres. Et donc, s'ils peuvent rencontrer des Québécois, des locaux, échanger, avoir des tips, avoir des conseils sur quoi faire, et puis les Québécois d'échanger un petit peu avec des personnes qui viennent de l'étranger, bah, c'est toujours sympa, surtout que les personnes ici communiquent en français, en anglais, ça fait quand même pas mal de monde à qui on peut parler. C'est un côté expérience. Très, très bien. Donc, si on va voir, on peut aller sur le site de Tourisme Lanaudière. Oui, exactement. Taximatch et partenaire avec nous sans problème. On est sûr qu'on est dans la bonne application. Tout à fait. Sinon, ben, on peut aller directement sur le site. Taximatch.ca, on fait un rappel aussi, vous verrez le covoiturage Taximatch. Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, c'est la zone. Comment le ZIP, c'est un acronyme, là. L'acronyme, ça veut dire zone d'intervention prioritaire. Je vais vous dire d'entrée de jeu que c'est pas le nom le plus génial qui existe, le ZIP, mais c'est un nom qui nous a été donné finalement par le gouvernement du Québec parce que ça a été créé il y a 25 ans. Et suite à des concertations avec le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, il voulait créer des comités ZIP tout le long du Saint-Laurent pour que les citoyens s'occupent notamment de la qualité de l'eau dans le fleuve Saint-Laurent. C'était la mission première de la ZIP. Puis à partir de là, on a fait beaucoup de projets qui visent non seulement à préserver la qualité de l'eau, mais aussi les habitats de poissons et tout ça. Alors ça, c'est le travail essentiel du comité ZIP, c'est ça. Et puis on fait beaucoup d'interventions de terrain, là, des projets très concrets sur le terrain. On en parlera tantôt de ça, c'est tout ça intéressant. Vous me dites que c'est un projet conjoint fédéral-provincial, mais il faut comprendre que les eaux, qu'est-ce qu'on parle de fleuves et ça? En principe, c'est de compétences fédérales. Bien, c'est mix. C'est un peu compliqué. Les eaux, comme telles, l'eau du fleuve Saint-Laurent, oui. Mais après ça, aussitôt qu'on arrive sur les berges et puis la terre, évidemment, on parle du provincial. Il y a les municipalités, bien sûr. Oui. Et puis la gestion de la faune, de la flore et tout ça, c'est partagé. L'environnement, c'est partagé entre le provincial et le fédéral. Les municipalités ont des rôles à jouer. Puis là, on parle juste des gouvernements. C'est un gros spaghetti. Non, c'est un gros spaghetti. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que on parle, vous me parlez de 25 ans, c'est quand même très bien, là, parce qu'on sait que c'est quand même assez actif, mais est-ce que ça crée pas des problématiques justement au niveau des ressources et tout, parce que des fois c'est facile, on le sait, en gouvernement, de se lancer la balle. On va dire, c'est pas chez nous, c'est chez vous. Vous vivez bien avec tout ça, tout ce spaghetti-là. On vit bien avec tout ça. Les deux paliers de gouvernement nous appuient. On travaille avec les deux. On travaille aussi beaucoup avec les municipalités, c'est important. Et puis, oui, on réussit à naviguer à travers tout ça parce que les grands objectifs demeurent les mêmes. C'est sûr que quand on vient dans des enjeux plus concrets, des fois, il y a des choses où est-ce que les gens ont des perspectives différentes. Mais ça, il faut composer avec ça. Puis là, je vous parle des paliers de gouvernement, mais on travaille beaucoup, beaucoup ici avec les organismes du milieu. Oui. On est responsable, la ZIP, de ce qu'on appelle la table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre, qui regroupe des gens de tous les milieux autour du Lac-Saint-Pierre. On parle des milieux industriels, agricoles, tourisme, des ONG comme les organismes de bassin versant, des institutions d'éducation. Alors, on se concerte tous pour faire en sorte qu'on va préserver le lac Saint-Pierre et on va le mettre en valeur. Donc, vous êtes un OBNL avec 100 employés, là? Oh non, on n'est pas... non, justement pas. Nous, on est à peu près dépendant des saisons. Ça dépend un peu des saisons. On tourne à peu près autour d'une dizaine selon... C'est quand même bon, mais vous ne devez pas vous ennuyer pareil. On ne s'ennuie pas, on a beaucoup de travail, mais encore une fois, c'est qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec beaucoup de partenaires. C'est ça. Vous vous êtes impliqué, vous me dites, ça fait quelques années que vous demeurez à Saint-Ignace. Qu'est-ce qui vous a amené à être dans ce comité-là? Parce que tu ne cognes pas à la porte. Moi, aujourd'hui, je m'en viens là où il y avait un intérêt particulier. Ben moi, c'est un engagement personnel. Mon background, moi, n'est pas directement relié à l'environnement. Je suis un ancien diplomate, je suis un ancien ambassadeur du Canada. Okay. Et puis, parmi les dossiers dont j'ai traité, il y a ceux de l'environnement, le changement climatique, la biodiversité. Alors, ça m'a sensibilisé à ça. Puis, quand j'ai déménagé ici à Saint-Ignace, j'ai voulu m'impliquer, j'ai parlé à des gens et tout, puis là, je suis abouti au comité ZIP, puis de fil en aiguille, je suis devenu le président. Mais c'est un engagement personnel en faveur de l'environnement, mais aussi en faveur de la communauté. D'où on pourrait dire, on peut en venir en conclusion. Votre petit macaron ici, qu'on ne voit pas souvent, mais que j'ai remarqué là, qui était justement quelque chose sur l'ONU. C'est ça, exactement. Ce sont les objectifs de développement durable des Nations Unies qui touchent à un éventail de sujets.
la réduction de la pauvreté, services de santé, éducation, etc., préservation de l'environnement. Alors, moi qui ai été aux Nations Unies, je le porte fièrement. Félicitations, c'est bon signe, on a quelqu'un d'engagé. On parle du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. On se rend compte aujourd'hui parce que vous avez renouvelé, on pourrait dire, l'accréditation de la zone qui est préservée, là, comment on appelle ça? La réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre. Donc, on vous me parlez que le ZIP existe depuis 25 ans. Donc, il y a eu une première démarche, là, 25 ans, pour faire reconnaître ce milieu-là. Parce que là, on pensait que c'était... Moi, dans ma tête, c'était une nomination, justement, de l'ONU qui était arrivée, puis il avait regardé le petit coin ici, il avait trouvé ça tout beau, puis il avait dit, bon, on nomme ce coin-là. Mais là, qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? C'est que c'était une demande officielle qui a été faite, là, 25 ans, pour nommer cet endroit-là. Donc, il y a eu des recherches, des travaux, des choses comme ça. Et là, vous deviez, dans les derniers mois, redire au gouvernement, à l'UNESCO, à l'ONU, de dire, hey, on est encore bon, puis on est beau, puis on est fin, puis on a continué notre mission. C'était un petit peu ça, le résumé. Tout à fait. La Réserve mondiale de biosphère du Lac-Saint-Pierre, par contre, a été initiée par une autre organisation que la ZIP. Okay. Ça s'appelait la Coopérative de solidarité du Lac-Saint-Pierre. C'est un groupe de citoyens, de citoyennes, essentiellement, de la région, qui se sont mis ensemble, qui ont dit, on va essayer de mettre en valeur le Lac-Saint-Pierre, puis on va essayer d'aller chercher cette reconnaissance-là à l'UNESCO. Ils l'ont obtenu en l'an 2000, donc ça fait 20 ans. Alors, il faut lever notre chapeau à ces gens-là, parce que c'est eux qui ont fait le travail initial. Maintenant, à l'UNESCO, il faut renouveler notre statut à tous les 10 ans. Et puis, l'organisme en question, qui a bien parti le dossier, tout ça, un peu comme ça arrive souvent avec des ONG, a perdu un peu de son énergie avec les années. Puis à un moment donné, il n'était plus capable de faire ça. Alors, ils ont accepté de transférer la responsabilité, il y a seulement 3 ans, au comité ZIP. Il y a seulement 3 ans au comité ZIP. Alors, nous, on a pris ça en charge, on a fait le rapport à l'UNESCO et tout. Et puis, effectivement, on vient de faire renouveler le statut il y a quelques semaines pour un autre 10 ans. C'était quoi les exigences? Parce que là, on vous dit que c'était on pourrait dire que c'est un regroupement, oui, qui ont travaillé fort, qui ont prouvé que c'était assez particulier, là, parce que les points qu'on peut amener concernant cet espace-là qui est dans le Lac-Saint-Pierre, c'est, on pourrait dire, la qualité de l'eau qui est assez quand même surprenante, la variété, la qualité des poissons, il y a quand même, il règne les oiseaux aussi, parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'oiseaux, et je pense les plantes aussi. Hein. Tout à fait. C'est toutes des caractéristiques particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde et même au Canada, partout. Là. Tout à fait. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles on a été reconnu par l'UNESCO comme réserve mondiale de biosphère. La première, c'est ce dont vous parlez, la richesse de la biodiversité, essentiellement. Alors, les poissons, la faune aquatique, la faune aviaire et tout, poissons, oiseaux, des plantes aussi et tout. Et peut-être l'élément central aussi, c'est que les milieux humides. Oui. Parce que le tour du Lac-Saint-Pierre, ça représente 50% des milieux humides du fleuve Saint-Laurent. Et vous savez, on parle souvent des forêts tropicales qui sont très importantes. Les milieux humides dans le monde, c'est tout aussi important que les forêts tropicales pour la richesse de la biodiversité. Alors donc, il faut s'en occuper. Je tiens à souligner aussi que quand on parle de la réserve mondiale du lac Saint-Pierre, c'est sûr que le lac est au milieu de tout ça. Ouais. Mais le territoire qu'on couvre est très grand. Ça couvre toutes les MRC adjacentes autour du lac. Alors, c'est quand même un territoire important. Et pourquoi on inclut ces territoires-là? Entre autres, parce qu'il y a des affluents du lac Saint-Pierre et du Saint-Laurent, les rivières et tout. Alors, on a un territoire qui est plus vaste que le lac Saint-Pierre. Ça monte jusque dans les forêts au nord de Lanaudière. Alors, on s'occupe aussi des enjeux de forêt, d'agriculture et tout ça, et du lac. Alors, ça, c'est la première raison, richesse de la biodiversité. La deuxième raison pour laquelle on a obtenu la désignation et reconduit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans le milieu pour protéger et mettre en valeur l'implication, c'est ça qu'on comprend. Voilà, qui sont impliqués. Donc, nous, le comité ZIP, on est un peu au cœur de tout ça parce qu'on est porteur du dossier, mais on travaille avec beaucoup d'organisations. Puis vous savez, le renouvellement, c'est pas automatique. Hein? Non, mais c'est ça là, que j'apprends, là. Et ça, il fallait prouver ça. On a fait un rapport à peu près fait comme ça. Là, ça a pris des mois de préparer. L'UNESCO a envoyé des inspecteurs. Le dossier est allé à Paris. Alors, c'est pas simple. Puis juste pour vous montrer comment c'est sérieux, la Grande Barrière de Corail en Australie, eux, ils n'ont pas le statut de biosphère. C'est un autre statut de l'UNESCO. On appelle ça le patrimoine mondial. Oui. Ils ont passé à un cheveu l'année dernière de perdre leur désignation
parce que l'Australie n'en faisait pas assez pour préserver la barrière de corail. On a quoi être fiers, d'abord, on pourrait dire. Tout à fait, absolument. Je pense que c'est une fierté pour l'ensemble de la région. C'est pas rien avoir une reconnaissance des Nations Unies, mais je tiens à souligner aussi que ça vient avec une responsabilité. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Parce que il faut continuer à être actif. Oui, mais moi, le point que je veux amener, c'est que vous avez réussi à maintenir et à améliorer. Si je me fie souvent aux critères pour donner des agréments ou des choses comme ça, c'est pas juste dire on a maintenu, c'est vraiment dire on prouve qu'on est encore proactif, qu'on a encore des projets, des plans d'action 3 ans, 5 ans. Oui, c'est beaucoup d'implications, là, c'est beaucoup de demandes. Là. Tout à fait. Puis on a reçu, si on peut dire ici, on a reçu dans l'ensemble des très bonnes notes de l'UNESCO, mais l'UNESCO avait quand même quelques suggestions à nous faire parce que on a quand même, il faut reconnaître, on a des défis autour du lac Saint-Pierre. À cause de l'activité normale, si je peux dire ainsi, des humains qui l'occupent, l'activité économique et tout ça. Et par exemple, je prends un exemple, c'est l'enjeu de l'agriculture. L'agriculture, je dis d'entrée de jeu, c'est une industrie importante pour la région. Il faut la conserver. Ça fait vivre du monde, ça nous nourrit, c'est pas rien. Mais il y a certaines pratiques agricoles que nous devrons changer avec le temps. Et notamment l'agriculture dans le littoral du lac Saint-Pierre. Vous savez, là où il y a des zones, en zone inondable, avant, on cultivait du foin, puis ça, il n'y avait pas de problème. Maintenant, avec certaines autres cultures, notamment le maïs, les soya, à l'automne, on rase tout. Alors, ce qui arrive avec ça, c'est qu'au printemps, il y a plus d'érosion, premièrement, il y a plus d'herbicides, de pesticides qui se rentrent dans le fleuve, et on détruit l'habitat et les zones de reproduction, notamment de la perche chaude. Oui, parce que la fameuse perche chaude du lac Saint-Pierre, c'est un des enjeux très importants, là, les frayères au printemps. Exactement. Non, c'est vraiment un gros... Puis je sais que vous êtes beaucoup en reconstruction on pourrait dire des cheptels, là, on pourrait dire d'une certaine façon. Oui, il y a un moratoire sur la pêche depuis plusieurs années parce que les stocks, avant, il y en avait beaucoup de perche chaude dans le lac, les stocks ne remontent pas. Le moratoire perdure, et puis notamment parce que l'habitat est malheureusement malmené. Alors donc, il va falloir changer un peu certaines pratiques. Est-ce que vous avez des contrôles sur ça quand vous me parlez? Votre rôle est d'aller voir les agriculteurs, si on prend cet exemple-là, et d'aller voir et de dire, bon, ben là, on a un agrément, on a des choses comme ça. Comment qu'on peut s'améliorer? On va voir les MRC, on va voir les choses. Parce que vous me parlez de ça, vous me parlez aussi des bandes riveraines, qui est très important au niveau de l'agriculture, laisser une certaine partie de terrain en friche. Je vous ramènerai aussi avec l'érosion des berges, qui est un gros enjeu. Là. On vit ça exactement dans le coin. Là. Effectivement, l'érosion des berges est causée par plusieurs facteurs, bien sûr, principalement la navigation commerciale et navigation de plaisance, les deux. Alors ça, il va falloir travailler ça aussi. L'érosion des berges, il y a d'autres facteurs aussi sur lesquels on a moins d'emprise, mais c'est une des choses sur lesquelles on va travailler. Mais pour revenir à votre question, par rapport aux agriculteurs, effectivement, nous, on n'a pas une autorité réglementaire comme le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral. Alors, on travaille en concertation avec les agriculteurs, notamment avec l'UPA et avec des chercheurs. L'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université Laval, l'Université McGill font des recherches pour voir qu'est-ce qui est le mieux, par exemple, pour l'agriculture en zone du littoral. Alors nous, notre approche, c'est pas de travailler contre quelqu'un ou quelque chose, c'est de travailler avec. Et il y a beaucoup d'expériences qui sont faites présentement par l'UPA pour essayer de trouver de nouvelles façons de faire les choses. Donc, autrement dit, vous êtes là, comme vous êtes en concertation, est-ce que, à la limite, vos propositions, vous les présentez officiellement, vous allez voir les MRC, puis après ça, à la limite, le gouvernement? Parce que perdre cette richesse-là, il faut quand même le dire, c'est important. Il ne faut pas perdre notre acquis. Là. Disons que c'est toujours... Des fois, c'est comme on dit, hein, tu sais, gagner, être le premier en haut, c'est le fun de monter, mais après ça, il ne faut pas que tu descendes. Tu sais, là, il faut conserver, il faut garder, rester en haut, c'est pas toujours évident. C'est un processus qui est très dynamique, je dois dire, avec tous les partenaires, mais ça arrive effectivement qu'on envoie des messages au gouvernement pour dire, ben là, ici, il y a un enjeu, puis il faut le traiter. Un autre enjeu, par exemple, qui se soulève présentement, sur lequel on essaie de mieux comprendre, c'est que, vous savez, il y a des reversoirs au lac Saint-Pierre, ce qu'on appelle communément des barrages, à différents endroits, pour rehausser le niveau de l'eau. Et là, il est question, le gouvernement fédéral envisage la possibilité de réhabiliter, c'est-à-dire de rehausser les barrages. Mais si on fait ça, ben, ça va rehausser le niveau de l'eau, surtout en période où les eaux sont basses. Alors là, nous, on se penche là-dessus, puis on est en contact avec le gouvernement fédéral, entre autres,
pour dire, mais là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être quoi l'impact? Oui, parce que l'impact, il faut expliquer un petit peu, vous êtes d'accord, je pense que je ne me trompe pas, c'est que si le fleuve est plus haut, il y a plus on pourrait dire, des bateaux vont permettre une navigation dans le fleuve Saint-Laurent, comme on appelle la voie navigable. Donc, les bateaux vont être plus pesants, n'auront pas les bas-fonds. Tout à fait, il y a ça. Et puis, il y a évidemment l'érosion des berges. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi, les impacts sont très compliqués parce que si on rehausse un peu en amont, on va baisser un petit peu en aval dans certaines zones. Et là, ça peut avoir un impact sur l'habitat des poissons, sur l'accès à la nourriture pour les oiseaux. C'est assez complexe. Alors, on ne s'est pas positionné à date, on ne dit pas on est contre. Mais on dit au gouvernement fédéral, écoutez, c'est un enjeu majeur, il faut que vous soyez transparent et il faut que vous fassiez des consultations publiques avec tous les partenaires là-dessus. Alors, c'est le genre de travail qu'on fait. Il y a beaucoup d'études qui seront faites. Nous, peut-être qu'on va en faire certaines, mais il y a beaucoup d'autres scientifiques ailleurs qui vont faire des études là-dessus. C'est passionnant de vous entendre. Donc, vous me dites que vous avez des concertations, vous avez des points à ce niveau-là. Oui, effectivement, il va falloir se concerter pour voir quels ajustements et possiblement réglementations doivent être apportés sur la navigation de plaisance pour éviter certains inconvénients, puis notamment l'érosion des berges. Et là, il y a un peu toutes sortes d'intérêts là-dedans. De pollution aussi, là. Tu sais, j'étais à canette de bière. Oui, exactement. Exactement. Quoi, je dois dire, moi, je fais beaucoup de kayak dans le coin. Et honnêtement, je vois pas très, très souvent des choses locales à surface. Ça, c'est vraiment un très bon point. Mais on sait qu'il y en a caché en arrière des herbiers. Mais pour revenir à la navigation, vous savez, tout le monde a des intérêts un peu divergents là-dedans, mais par exemple, les gens qui ont des chalets dans les îles, il y en a qui voient leur berge diminuer. Moi, j'ai un de mes amis, l'eau est rendue à quelques mètres de son chalet. Si ça continue, son chalet va partir à l'eau. Alors, bon, puis il y a l'impact aussi sur les poissons et tout. Alors, oui, il va falloir ajuster les règles et donner certains paramètres à la navigation de plaisance. Encore une fois, pour permettre aux gens de profiter de ce qu'on a, mais pour essayer d'éviter des inconvénients. Vous me disiez que vous êtes comment? 21 biosphères au Canada, donc c'est pas beaucoup, parce que compte tenu donc 4 au Québec. C'est quand même pas beaucoup par rapport au territoire qui est au Canada. Est-ce que c'est les mêmes enjeux pas mal dans tout? Non, ça varie énormément, parce que ce sont des coins de pays très différents. Par exemple, au Québec, dans le nord, il y a la réserve de biosphère de Manicouagan ou Aquishka. Alors là, on est dans le grand nord du Québec essentiellement. Donc, les enjeux environnementaux sont vraiment très différents de ceux des nôtres. Alors, ça varie énormément d'une place à l'autre. Mais les thèmes en commun qu'on a, c'est évidemment, on veut préserver et mettre en valeur la biodiversité et les écosystèmes. Et on a tous des défis différents. Alors, à Manicouagan ou à Aquishka, ils n'ont pas de problème de navigation commerciale, mais ils ont d'autres enjeux que nous. Alors, il y a des points communs sur lesquels on travaille. Et puis, justement, on avait un événement au Parlement du Canada il y a 2 mois avec les députés pour les sensibiliser aux enjeux de l'environnement. Et puis, on avait plusieurs députés du coin ici qui étaient là, que j'ai rencontrés à Ottawa, puis qui sont très engagés en ça, notamment notre député ici à Berthier, M. Perron, qui est très engagé sur ces enjeux-là. OK. Les ZIP aussi, c'est quoi? C'est par territoire? Oui. C'était déterminé par le, tout à fait. Par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, effectivement. Alors, par exemple, nous, on est voisins de ce qu'on appelle la ZIP des Deux-Rives, qui est juste passé Trois-Rivières, finalement, Trois-Rivières et Québec. Je pense qu'on est, je crois que c'est 7 ZIP tout le long du Saint-Laurent. Donc, encore là, il y a des enjeux quand même. Oui, les enjeux peuvent être un peu différents d'une place à l'autre. Donc, on a parlé de notre fameuse biosphère de l'UNESCO. Vous autres, dans le fond, au niveau du ZIP, vous me parlez de maintenir, de répondre aux exigences. Avez-vous d'autres? C'est quoi qu'on pourrait parler pour la prochaine année, votre prochain plan d'action? Avez-vous des choses spécifiques, comme on parlait tantôt, aider la perche chaude, trouver le moyen encore de l'améliorer? On parle de la Serbie, tantôt, justement, on a quelqu'un qui nous a parlé. C'est tout un enjeu cette année, là, la Serbie fait tout un défi, parce que là, ils ont demandé des sommes, ça grogne un peu. Pourquoi ils ont fait du très beau travail, d'ailleurs. C'est un excellent exemple, la Serbie, ce qu'ils ont fait. D'initiatives qui sont utiles pour la réserve de la biosphère. Et puis, ils ont modifié leur gestion du territoire. Ils ont amélioré ça pour les fins de la faune et de la flore. Hein. Il y a des espèces d'oiseaux qui reviennent et tout ça. Puis en plus,
avec les pistes, les sentiers, ben, ça permet aux gens d'en profiter. C'est un merveilleux exemple à Skirby de ce qu'on souhaite faire un peu à l'ensemble du territoire. D'accord. Donc, vous avez plein de projets, j'imagine, pour depuis 2024. Sommairement, on peut dire ça. On a 3 catégories d'actions. 1, la sensibilisation du public aux enjeux. 2, la mobilisation de la communauté en général, puis en particulier des différents organismes, mobilisation, concertation. Et troisièmement, nous, la ZIP, et plusieurs autres organismes aussi, on fait des interventions terrain très concrètes. Par exemple, à la ZIP, on a fait beaucoup de réhabilitation de ruisseaux, parce que vous savez, quand il y a l'inondation au printemps, il y a des poissons qui remontent des petits ruisseaux. Il faut qu'ils redescendent, bonne année. Exactement, il faut qu'ils redescendent, mais quand le niveau d'eau baisse, s'il y a trop de sédiments dans le fond de la rivière, ils ne peuvent pas retourner, alors ça devient un beau garde-manger pour les oiseaux. Ce qui est bien pour les oiseaux, on le voit à Saint-Barthélemy. Si on parle des terres à Saint-Barthélemy, c'est un bel exemple. L'année qu'il y avait eu une grosse inondation, qu'il y avait même du surf cave qui était fait, il y avait du poisson aussi, il y avait du monde qui s'amusait à pêcher. Alors nous, on fait des travaux de terrain, entre autres, c'est un exemple parmi d'autres, pour réhabiliter des morceaux de territoire, finalement, pour améliorer les habitats des poissons, tout ça, voilà. En terminant, sûrement votre personne ressource aux communications va être fière de vous. Dans le sens que je veux dire, on va faire la petite pub. Non, vous voulez être membre du ZIP, c'est possible comme personne, comme particulier, ou il faut être dans une association? C'est possible, mais la plupart des gens, ce sont des partenaires plutôt que des membres. Donc, si on veut s'investir, notamment dans la biosphère, les différentes choses qu'on peut faire, c'est en parler, parce que malheureusement, c'est pas assez connu qu'on a ce statut de l'UNESCO. C'est en parler, sensibiliser vos amis, votre famille et tout ça aux enjeux environnementaux du coin. Si vous avez des initiatives particulières, venez nous en faire part. Puis je vais donner un exemple particulier, c'est que si vous êtes propriétaire d'une portion de territoire, notamment par exemple dans les zones forestières, et puis il y a beaucoup de belle biodiversité là-bas, vous pouvez dire, ben moi, je vais protéger cet endroit-là, alors venez nous voir, puis nous, on va voir, et avec le gouvernement du Québec, comment on peut faire en sorte que votre morceau de territoire puisse être protégé. Alors, si vous avez des initiatives, venez nous voir. Donc, information, implication volontaire, nous, évidemment, ça fait notre bonheur. Tout le monde est gagnant-gagnant là-dedans. Et on peut aller voir sur votre site Internet aussi. Tout à fait. On a sur le site Web, c'est le site, au départ, Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre, et puis là, on retrouve la table de concertation puis la réserve mondiale.